Et bonjour Émine, est-ce que tu m'entends, est-ce que tu me vois? Bonjour Clément, je t'entends, je te vois. Et Parfait, moi toi? aussi. Moi aussi, je t'entends, je te vois, c'est parfait. Bon, en tout cas, merci, hein. Avec plaisir. Je suis avec mon téléphone portable, c'est bon pour toi? Ouais, ouais, c'est bon, c'est nickel. En plus, je vois que derrière toi, il y a un petit totem, il y a la gourde, il y a tous les... Je t'ai fait quand même une petite, un petit environnement. J'ai essayé quand même de proposer quelque chose, tu vois, Non, c'est en termes vraiment de top. décoration. C'est vraiment sympa. En tout cas, vraiment, merci d'accepter l'invitation, c'est adorable. Je me doute que tu as un planning chargé, donc vraiment, merci de prendre de ton temps. Ouais, c'est avec plaisir pour les fans de koh évidemment. On ne peut pas faire autrement non plus, hein. Surtout que je sais que toi, on va en parler, mais je sais que toi, tu suis koh depuis longtemps. Et que ça fait longtemps que tu voulais y aller, donc on va en parler. Mais en tout cas, entre deux fans, puisque avant d'être un aventurier, tu étais un fan, Bien c'est sûr. vraiment sympathique. C'est vraiment sympathique. Je suis toujours un fan, tu sais. Bon, en tout cas, vraiment merci. On va commencer et je voulais moi te demander, parce qu'à mon avis, tu as beaucoup de choses à raconter sur ça, puisque tu le disais dans le portrait. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire koh On sait que tu voulais le faire depuis très longtemps, donc raconte-nous comment ça s'est passé, le nombre de fois que tu as postulé et aussi le nombre de fois où tu t'es peut-être allé à certaines étapes. Donc voilà, raconte-nous tout ça. Ouais, koh évidemment. Je suis koh depuis le début, hein, depuis 2001. Donc, à la télévision, j'ai vu tous les koh. Et ce qui m'a marqué dans l'aventure koh c'est évidemment l'île paradisiaque au bout du monde, hein, la découverte, le dépassement de soi. Ce qui m'a surtout marqué, c'est de me dire que n'importe qui peut faire koh. C'est la première chose que je me suis dit, parce que quand tu vois des sports, tu te dis toujours, ce sont des gens qui sont super entraînés, qui sont des grands sportifs ou qui sont très forts par exemple, les jeux télévisés sont très forts et qui ont beaucoup d'études, qui connaissent bien quelque chose de bien particulier, tandis que koh c'est évidemment une aventure humaine où tout le monde peut se présenter, tout le monde peut réaliser son rêve d'aller à koh et puis découvrir ce qui est magnifique. Et quand tu regardes les réseaux sociaux, tu vois que tous ceux qui ont été à koh ont adoré, rêvent de le refaire et ainsi de suite. Donc, automatiquement, tu es attiré par ça, tu as envie de faire koh. Et moi, ça a été direct en fait. Dès que j'ai vu la première fois koh, je me suis dit waouh, j'ai envie de vivre cette aventure, ça serait vraiment fantastique. Et la manière dont c'est amené par la production, par TF1, c'est aussi quelque chose de particulier, parce que c'est un casting qui est ouvert à tout le monde peut prendre sa plume, tout le monde peut écrire une lettre, tout le monde peut proposer. Et le fait, par exemple, que personne n'a des nouvelles de Hmm. ce qui se passe. Alors, évidemment, on se dit toujours, on est frustré parce qu'on n'a pas de nouvelles, mais d'un autre côté, ça te laisse toujours une porte ouverte. Et donc, tu te dis, il y a peut-être moyen un jour que ce qui va tomber sur la table d'un casteur, ça va les intéresser et tu vas aller d'étape en étape. Et c'est ça le beau côté des choses. Moi, ce que je retiens par rapport en tout cas à l'étape de casting, parce que l'aventure, elle commence au moment, pour moi, hein, au moment où tu déposes ta lettre dans la boîte aux lettres. Hmm. Donc, j'ai toujours ressenti ça, c'est-à-dire, tu as vraiment, évidemment, la date de fin pour l'envoi de la lettre. Et Hmm. donc, à ce moment-là, tu te dis, il faut que déjà que tu attires l'attention, tu écrives ta lettre et tu l'envoies. Et au moment où elle est terminée et que tu vas à la poste et que tu la déposes, à ce moment-là, moi, j'ai toujours eu une boule au ventre et un sentiment de bien-être, de me dire, voilà, je suis dedans, je suis dans l'aventure. Maintenant, advienne que pourra. Hein. Hmm. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui rêvent de faire cette aventure. C'est un peu comme la loterie. Il y a énormément de gens qui y jouent, et il y a une vingtaine de personnes qui ont la chance de pouvoir vivre cette magnifique aventure. Et comme je dis, moi, avant koh même, ça a duré 7 mois et demi entre l'envoi de la lettre Hmm. et le début de l'aventure. Voilà, pendant ces 7 mois, tu vas toujours d'espérance en espérance, tu attends un coup de fil, tu attends des nouvelles,
tu passes une première étape, tu te dis est-ce que ça a été, ça n'a pas été, est-ce qu'on va continuer? Tu discutes avec tes proches, tu te dis ouais, surtout avec la famille, ma femme, mes enfants, ils sont toujours là pour me supporter, t'inquiète pas, ça va aller, ça s'est bien passé, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est quelque chose que moi je retiens. Ça a toujours été un plaisir, en tout cas, toutes ces années, de postuler à koh et d'attendre des nouvelles. Et tu as tenté vraiment chaque année, chaque saison depuis la saison 2001 ou il y a Non, des non, moments où depuis tu avais un peu 2003, lâché? 20 ans, 2003. 2003. Donc en 2023, ça faisait 20 ans, oui. Et donc j'ai envoyé du courrier chaque année. Alors sur les 20 ans, j'ai dû être appelé à Paris pour le premier casting, on va dire 5 fois, Mhm. quelque chose comme ça. Donc, j'ai eu régulièrement des appels pour poser les premières questions, hein, Mhm. parce qu'au début, ils te posent toute une série de questions pendant 1 heure à peu près. Ils t'interrogent. Et puis après, si tu as la chance de passer l'étape, tu vas, enfin, en tout cas, plus maintenant, plus depuis le Covid, mais avant ça, on te proposait d'aller pour un premier casting à Paris. Mhm. Et évidemment, le fait d'être déjà pris pour aller à Paris, pour passer le premier casting, ben, évidemment, tu te dis, ben, tu as déjà passé toute une étape. Donc, c'est-à-dire que le courrier les a intéressés, ce que tu as écrit les a intéressés, le questionnaire qu'ils ont fait par téléphone, avec qui ils ont discuté avec toi, ils ont essayé de voir un peu, entre guillemets, ce que tu avais un peu dans le ventre, ça les a intéressés aussi. Donc, et puis, tu vas maintenant à Paris pour te montrer et discuter avec eux et qu'ils aient vraiment un visu de qui tu es réellement en vrai et ce que tu peux apporter à l'émission et pour voir si tu as un profil intéressant. Évidemment, un profil qui vient au bon moment dans la bonne case parce que bon, tout le monde oublie que ce n'est pas uniquement les profils, il y a énormément de profils qui sont très intéressants, mais à un moment donné, tu dois tomber dans une case pile poil dedans, de se dire, ben, on aimerait bien un profil comme ça et il est juste devant nous, on va le prendre et on va aller plus loin avec lui. Et c'est ça qui est fantastique, c'est d'y arriver, quoi. Et toutes ces années, est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu t'es dit, bon, j'arrête, ça fait trop de fois, ou ben, ça marche pas, ça va pas jusqu'au bout? Parce que c'est vrai qu'on voit le portrait, on se dit 20 ans, on se dit, bon, déjà, il est déterminé. Ça, c'est sûr que ta détermination était sans faille. On était sûr que tu n'allais pas abandonner. Mais est-ce qu'au bout d'un moment, tu t'es pas dit, bon, ben, j'arrête, c'est bon, ça commence à être énervant, quoi. Le seul moment où tu te dis ça, ou en tout cas tu exprimes le fait que c'est quand tu vois les profils des candidats qu'ils ont choisis. Mhm. Et tu te dis, allez, ben, tu t'identifies déjà à la personne ou à certaines personnes. Hein, parce que chacun s'identifie à des personnes, Mhm. moi de mon âge, d'autres plus jeunes, et ainsi de suite. Et tu te dis, pourquoi lui et pas moi, quoi. Voilà, ça c'est la première chose que tu te dis. Euh, Abandonner jamais. De dire je vais pas écrire, j'en ai assez, c'est Mhm. bon, non, ça jamais. J'ai jamais eu ce sentiment, tout simplement parce que chaque fois que tu regardes l'aventure, tu as envie d'y être. Et chaque fois que tu regardes koh tu es là et ça titille, quoi. Tu dis, tu as envie d'y aller, tu as envie d'être là. Et à peine la saison est terminée, habituellement, ils lancent directement les candidatures. Tu Mhm. es tout émoustillé par la saison qui vient de Ah vivre. ouais. Et la première chose que tu as envie de faire, c'est prendre ton papier, écrire et c'est reparti, quoi. Mhm. Tu en relances une et tu essaies de trouver d'autres angles d'approche parce que tu te dis, le dernier courrier, ben, peut-être que ça ne leur a pas plu. Et en tout cas, d'année en année, tu essaies de trouver une autre approche et d'autres arguments que tu peux mettre dans ton courrier, en tout cas. Et le moment où, je me doute que ça devait être l'effervescence dans ta tête, au moment où la production te dit c'est bon, cette fois tu pars. Comment tu as réagi? Comment tu l'as fêté? Comment t'as vécu tout ça? Alors, il y a une partie qui est filmée. Donc, j'ai ça sur mon portable. C'est un moment inoubliable. Alors, c'est bien simple. J'avais été, parce qu'évidemment, avant qu'on te le dise, tu sais que tu fais partie, entre guillemets, d'un petit groupe qui, Hmm. qui peut y aller. Donc, peut-être qu'il reste encore une quarantaine de personnes sur les 20 qui vont partir. Entre guillemets, tu as une chance sur deux de partir, hein, puisque tu as passé le casting final et ainsi de suite. Hmm. Et évidemment, tu intensifies un peu les entraînements, tu vas nager, tu vas faire de l'équilibre, tu fais un peu plus de sport et ainsi de suite, même si je ne suis pas un grand sportif à la base. Mais
Mon fils me tirait toujours, lui, il est pompier pro, donc c'est un grand sportif, évidemment. Et il me tirait toujours. Et donc, on allait nager à la piscine 3 fois par semaine, on faisait des longueurs et ainsi de suite, de l'apnée, des choses comme ça. Et avant de rentrer à la maison, on passe au supermarché. Et je me souviens très bien, tu ne peux pas oublier ça. Je suis à la caisse, c'est caisse automatique, et donc je commence à scanner tout ce qu'il y a à scanner, et je vois un appel, et je vois le nom d'une personne de la prod. Mais pour tout dire, je devais tourner mon profil. Donc le profil était prévu, donc il était prévu de tourner mon profil, et le profil c'était le lendemain. Et donc, moi, je pensais qu'on m'appelait pour me donner encore quelques informations par rapport au profil qui devait tourner le lendemain. Et donc, j'ai la personne en ligne qui dit « Mine, comment ça va Très bien. Alors, demain, tu tournes le profil. Oui, bien sûr, il y a quelque chose. » Et puis, évidemment, comme c'est lui au téléphone, je laisse toutes mes affaires. Je laisse mon fils, je dis « Écoute, Samy, tu continues. » Et il avait vu directement que c'était la prod sur mon GSM, donc sur mon portable. Je vais dans la voiture, je suis dans la voiture, et on commence à discuter. Et il me dit prêt pour demain? Oui, tu sais que tu dois te donner à fond pour le profil et ainsi de suite. Donc, il m'encourage pour le profil, que ça se passe bien. Et il me dit mais demain, tu ne devras pas faire semblant. Il me dit. Je dis comment ça, je ne dois pas faire semblant? Ben non, pas besoin de faire semblant parce que tu pars à l'aventure. Alors là, explosion de joie. Je suis encore un peu, rien que d'en parler, c'est incroyable. Et donc, il me dit, c'est bon. Enfin, il faut dire aussi qu'il m'a d'abord un peu, ils aiment bien faire ça, je pense, dire voilà, n'oublie pas qu'il y a autant de personnes, c'est pas sûr à 100% que tu vas partir, t'as pas besoin de payer, ça et ainsi de suite. Et puis après, il lâche l'information comme quoi tu pars. Et là, fantastique. Et il me dit maintenant, motivation, on compte sur toi. Au casting final, tu étais déterminé, il y a toute une série de choses que tu voulais faire, on compte sur toi, on veut que tu les fasses. Motivation à 200%. Donc pour ça, ils ont été vraiment, derrière, fantastiques. Ce sont des gens qui te motivent vraiment à fond. Et donc, je rentre à la maison, et donc ma femme ne le sait pas. J'ai ma fille, mon fils et mes petits-enfants qui viennent d'Angleterre, parce qu'elle vit en Angleterre, et en fait, ils étaient en Belgique justement pour le profil. Et donc, pour tourner le profil le lendemain. Et donc, ils étaient venus spécialement pour ça. Et donc, on est à table. Et j'ai mon sac d'aventure parce que le sac d'aventure, quand ils viennent tourner ton profil, ils te le prennent. Oui. Tu vois, avec toutes les affaires. Et donc, j'ai mon sac. Et d'abord, avant de voir ma fille, mon beau-fils et autres, je vois ma femme. J'arrive dans la cuisine. Mon fils, évidemment, lui, avec son portable, il nous filme. J'arrive dans la cuisine, je la regarde dans les yeux. Je n'ai pas besoin de lui dire. Hein. En 2 secondes, elle a vu mes yeux briller, j'en sais rien, elle m'a dit, toi, ils t'ont appelé, tu pars, toi. Et donc, effectivement, on saute de joie. Puis ma fille, le soir, est là, à table, elle est au courant de rien. Et je commence à expliquer mon sac d'aventure, je le mets sur le dos, et je dis, voilà, c'est le sac d'aventure. Je le dis en anglais, puisque mon fils est anglais. Hein. Et je dis, voilà, ça c'est mon sac d'aventure. Elle dit, ah oui, ok. Donc, je dis, c'est mon vrai sac d'aventure. C'est vraiment celui-là que je vais prendre. Et j'essaie de faire comprendre que je pars vraiment. Et puis, j'ai ma fille qui est en train de manger et qui me regarde, il s'arrête de manger. Elle dit, non, tu pars à l'aventure. Et puis là, je dis, oui, on part. Tout le monde qui saute de joie. Les enfants, ils ne comprenaient même pas, ils ont 9 ans et 5 ans. Ils sautent de joie aussi. Ils ne savaient pas pourquoi, eux. Tout le monde qui saute de joie. C'était incroyable. Tout ça, ça a été filmé. Enfin, c'est des souvenirs qui sont éternels. Ah bah oui, c'est fou. Surtout après tant d'attentes, enfin tant d'espoir. Enfin, franchement, j'imagine même pas, parce que c'est vrai que moi j'ai déjà discuté avec des candidats où ils ont été pris la première fois. Bon, ils étaient très contents, mais c'était voilà, il n'y avait pas autant d'attentes, donc c'est assez incroyable. Mais je crois que tu n'étais pas le seul de la saison qui avait beaucoup postulé. Il y en avait, mais je crois que c'était Céline. Il y a 14 ans, elle avait postulé. Ah, Célia, pardon. Ouais, 14 ans aussi. 14 ans, elle avait postulé. Ouais. Ça faisait longtemps aussi qu'elle avait essayé de postuler. Mais t'imagines déjà tout le plaisir que tu as alors que t'es pas encore parti. Clairement. Pas encore là, t'es pas encore parti, mais le plaisir que tu as déjà. C'est complètement fou. Et quand t'as fait tes affaires sur le trajet, comment t'étais? Parce que il y a quand même beaucoup d'heures de vol, vous savez pas où vous allez, vous êtes par petits groupes, faut être discret, faut pas parler avec les autres. Enfin bon, il y a des règles. Comment toi t'as vécu tout ça? Comment t'étais excité? T'étais inquiet? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Alors,
avant de parler de ça, je voulais juste expliquer un peu. Donc, tu vois, tout ton casting se passe pendant tous ces mois. Et ce qui était vraiment particulier, c'est au moment où je raccroche avec la production, que je sais que je pars. Là, il y a comme une chape qui te tombe parce que tu dis waouh, je pars vraiment quoi maintenant. Maintenant, il faut tout organiser, le boulot, la famille. En fait, tu as l'espérance d'y aller, tu sautes de joie, et puis après, tu retombes dans la réalité, entre guillemets. Et là, tu dis waouh. Et là, tu as quand même un moment de doute. Je peux te dire que tu as un moment de doute parce que tu te dis maintenant, tu ne peux plus marcher arrière, c'est fini ça. Ah non. Tu as voulu y aller, tu vas y aller. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça, c'est vraiment un sentiment particulier. Je pense que tous les aventuriers ont vécu ça au moment où ils ont appris qu'ils partaient. Et donc, pour le voyage, ben, évidemment, le voyage est organisé. Tu vas à Paris, et à Paris, évidemment, tu es dans ta chambre, je suis resté pendant 2 nuits à Paris. Tu ne peux pas sortir, tu reçois tes plateaux de repas et ainsi de suite. Tu n'as pas d'informations, évidemment. Et puis après, on mettait les masques encore à ce moment-là. On mettait encore les masques. Et donc, le jour du départ, ils te rassemblent par groupe, par petit groupe on était 4, et un accompagnant chaque fois. Et donc, on était 20, donc il y avait 5 groupes. Et là, tu pars, tu dis juste bonjour aux personnes qui sont avec toi. Tu n'as pas le droit de parler avec eux, c'est normal. Ils ne veulent pas que tu tisses déjà de l'amitié ou des discussions entre vous. Donc, ils sont assez... et tant mieux, je veux dire. C'est justement ça qui permet d'avoir une aventure le plus sain possible à la base, quoi. Et donc, aéroport, évidemment, tu attends, tu ne vois pas les autres. Tu imagines, parce qu'évidemment, quand tu vois des groupes qui circulent, qui ont tous un masque et qui ont chacun un sac à dos et qui sont accompagnés de quelqu'un, tu as compris que c'est un groupe. Mais donc, nous, on a d'abord été jusqu'à Singapour, si mes souvenirs sont bons. Et de là, à l'aéroport, on est resté très longtemps à l'aéroport pour attendre le vol pour aller aux Philippines. Et là, tu circules dans l'aéroport par groupe, mais tu ne croises jamais à moins de 100-150 mètres les deux groupes. C'est vraiment... c'est bien organisé. En fait, c'est une très grosse production et ce sont des gens qui ne laissent vraiment rien au hasard, quoi. Et une fois que... là-bas, sur place. Oui, ben voilà, c'est exactement ce que j'allais te dire. Quand tu arrives sur place et que vous avez fait un naufrage, quand tu es sur le bateau, tu comprends que le jeu commence, surtout qu'en plus, vous n'avez pas eu d'intervention de Denis Brognard avant d'arriver sur la plage. Donc, vous jaugez les uns les autres, vous commencez à discuter un petit peu. Est-ce que tu as eu des coups de cœur rapidement? Tu as des gens qui t'ont intrigué ou tu as des gens où tu t'es dit, bon, ben ça va pas le faire? Comment tu t'es comporté sur le bateau? Avec qui ça a accroché ou non? Alors, donc, sur le bateau, pour la petite anecdote, il faisait nuit quand on était sur le bateau. Puisque je ne sais pas si tu vois les images au début, tu vois vraiment le lever du soleil. Oui. Tu penses bien qu'on était là, enfin en tout cas qu'on arrivait là depuis un bon bout de temps. Donc tu as le lever du soleil, les images qui sont magnifiques. Enfin, les images incroyables. Voilà. Le premier épisode qu'on a vu à Paris en avant-première, quand tu vois ces premières images, waouh, tu te dis incroyable. Et donc on arrive sur le bateau et on commence à se présenter. Et moi, la première chose, évidemment, qui m'a marqué, c'est qu'il y avait 2 autres Belges. Oui, vous étiez 3. On était 3. C'est jamais arrivé, en fait. Non. Belges sur une aventure de Koh-Lanta. Et en plus, on habite pas très loin. Enfin, on est à 20 minutes en voiture. Donc, d'ici à Nivelles, de Bruxelles à Nivelles. Et même entre Elena et Elodie, elles sont encore plus proches. Je crois qu'elles sont à 4 ou 5 km l'une de l'autre, sans se connaître. Mais c'était ça qui était assez particulier parce que tu te dis toujours, enfin, en tout cas, d'ailleurs, ça n'est ici dans la nouvelle saison, il n'y a même pas de Belges, mais tu te dis, habituellement, tu en as un quand il y a un Belge dans la saison. Ici, 3 en une fois, tu te dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? À un moment donné, je me suis même dit, il y a peut-être un groupe belge et un groupe français, tu vois? Parce que, oui. Comme c'était à un moment donné. Les premières que j'ai rencontrées,
tu es de Bruxelles? Oui, moi je suis de Bruxelles, et toi? Ben, moi je suis de Nivelles, et puis et Elena aussi. Et tu ouh là là, il se passe quelque chose, et puis après, en commençant à rencontrer tout le monde. Mais je pense, hein, après, je peux me tromper, mais notre groupe, c'est vraiment un groupe de personnes, comment je vais dire? Je vais essayer de trouver quand même les mots. C'est des personnes gentilles. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Il y a eu des saisons où tu as quand même des gens qui ont du caractère ou des gens qui ont peut-être vécu des choses très difficiles dans leur vie. Tu vois ce que je veux dire? Et qui sont peut-être extrêmes ou des choses comme ça. Ici, chez nous, en tout cas dans le groupe qu'on avait, on ne sent pas en tout cas qu'il y a des gens qui sont vraiment extrêmes, qui sont durs, qui ont des paroles blessantes et des choses comme ça. Je trouve qu'on avait une saison, entre guillemets, assez gentille. Oui. Voilà. Et donc, c'était facile de parler avec tout le monde. Tout le monde avait toujours le sourire aux lèvres. Et la personne que tu vois en premier et qui peut le plus te dire, je me méfie de lui quand même, c'est Esteban qui est quand même le colosse avec sa barbe, avec ses longs cheveux et compagnie. Tu discutes avec lui, ben, c'est un bonbon de sucre, hein, Esteban, quand tu discutes avec lui, c'est incroyable, c'est gentil, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est même pas celui qui te ferait le plus peur à la base quand tu le vois, parce que tu te dis, c'est qui celui-là? Ben, il est super gentil, super avenant avec tout le monde et ainsi de suite. Et sur le bateau, je ne peux pas dire qu'il y avait quelqu'un avec qui on ne pourrait pas s'entendre ou qui a un sale caractère. Et c'est peut-être même un peu embêtant pour moi parce que, je vais être honnête, je misais aussi quelque part sur peut-être des personnes qui avaient des caractères tranchants ou qui avaient le verbe un peu trop facile, tu vois ce que je veux dire, et qui directement agacent des personnes. Bon, il y a eu l'étape Elena au début, oui, évidemment. J'allais t'en parler. Oui, à laquelle on va discuter. Mais en dehors de ça, je me suis dit, waouh, ils sont tous gentils, ils sont tous avenants, ils n'ont pas l'air de forcer leur personnage, tu vois ce que je veux dire. Donc, bon, allons-y, on va voir ce que ça va donner. Et tu as eu des coups de cœur ou pas du tout? Tu t'es dit, je vais attendre de voir tranquillement? Ou vraiment, il y a des gens où tu t'es dit, ah, je pense que celle-là ou celui-ci, ça peut le faire? Alors, Alex, évidemment. Alexandre, le courant directement passé. Il est directement passé parce que, bon, tu connais l'aventure d'Alex, et donc lui, il avait déjà en tête entre guillemets, de protéger un peu ceux qui ont plus de difficultés ou qui pourraient être plus facilement éliminés, comme les plus anciens et autres. Moi, j'avais eu une accroche très sympathique avec Grace, par exemple, avec Célia. Évidemment, Fred et Laura aussi, puisque Fred et Laura ont fait le voyage avec moi. Donc, il y a Fred, Laura et Anne-Sophie qui ont fait le voyage avec moi. Donc, automatiquement, ces trois personnes, on a échangé. Hein, tu sais, quand tu voyages, tu essayes toujours d'un peu gratter un peu comment ça va, il fait beau, et ainsi de suite. D'où tu viens. Enfin bon, même si directement, on nous dit ne parlez pas, et ainsi de suite. Mais on peut parler de la pluie et du beau temps, mais pas plus. Et alors, Elodie, plus Elodie qu'Elena, parce que Elena, c'est quelqu'un qui est plus réservé, on va dire, que Elodie, qui est quelqu'un qui est un peu plus haute en couleur. Et donc, Elodie, ça s'est très bien passé dès le début. Et quand vous faites le naufrage, vous arrivez tous sur la plage avec plus ou moins de difficultés. Et quand vous êtes tous ensemble, vous dites quoi? Parce que c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de Denis Brognard. On ne sait pas trop ce qui se passe. On ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Donc, vous commencez à tous vous mélanger. Toi, tu t'attendais à quoi? Parce qu'après, il y a le twist où vous vous retrouvez en haut de la montagne avec Denis Brognard. Mais toi, tu t'attendais à quoi à ce moment-là? Au début, tout le monde, je pense, pensait qu'éventuellement, il y avait quelque chose à récupérer. Parce que comme il y avait le flambeau qui n'y a pas habituellement sur l'île, qui était là, il y a beaucoup d'aventuriers qui se sont dit, il y a peut-être quelque chose à aller grappiller, puisque dans certaines saisons, tu allais chercher presque des colliers, des avantages et autres. Et donc, d'ailleurs, Christine est une qui est sortie première à la nage, je pense, avec Elena qui était juste derrière. Et donc, même si elle disait en sortant, ah oui, mais
bon, j'ai voulu être la première et compagnie. Je pense surtout qu'elle voulait être la première à essayer de trouver quelque chose. Et d'ailleurs, quand on est arrivé là, tout le monde a un peu cherché à gauche, à droite pour voir s'il n'y avait pas quelque chose à retirer, un avantage, quelque chose qui était peut-être caché, qui était sous la vasque. Et donc, quand tout le monde a vu qu'il n'y avait rien, que personne ne disait rien, qu'on n'avait pas d'informations, eh bien, on a commencé à discuter ensemble et à faire connaissance et à sécher un peu nos vêtements et profiter un peu du feu qu'il y avait là pour commencer à sécher, le temps qu'on découvre au loin un deuxième feu qui s'était mis en marche. Et c'est à ce moment-là que, quand on a repéré ce feu-là, on s'est dit, ben, on pense qu'il faudra aller dans cette direction et aller voir ce qui se passe tout là-haut. Et donc oui, effectivement, vous allez tout là-haut tous ensemble. Et donc là, il y a Denis Brognard qui débarque. Donc ça doit faire quelque chose quand même de voir enfin Denis Brognard. On se dit vraiment l'aventure commence. Et en plus, pour vous, elle commence vraiment, puisque je crois que c'est l'une des premières fois qu'il y a le parcours du combattant direct. Comment t'apprends ça? Parce que effectivement, sans être désagréable avec toi, tu es le doyen. On a des Frédéric, des Nicolas, des Esteban, etc. Comment toi, t'as appris la nouvelle? Comment tu l'as emmagasinée? Et puis voilà, comment tu étais à ce moment-là? Bon, alors il faut déjà comprendre une chose, c'est qu'on est parti très très tôt de la résidence où on était. Donc il était très très tôt le matin. Donc si tu veux, pendant toute la journée, on n'a pas mangé. Donc tu arrives déjà à un moment où tu as un peu le ventre qui gargouille et autres, parce qu'évidemment, tu es encore habitué à manger midi, soir et ainsi de suite. Donc midi, tu oublies, tu n'as rien. Il fait chaud, il fait humide, enfin c'est lourd. Donc on arrive en haut et puis on découvre le parcours du combattant. On ne découvre pas directement Denis, puisqu'on arrive en haut, on voit d'abord l'étendue. D'ailleurs, il faut dire que ces plateaux, en tout cas ces endroits où ils ont construit, c'est incroyable. On le perçoit pas bien à la télévision, mais en fait, quand tu es vraiment là, c'est gigantesque. Et donc Denis vient et il commence à expliquer. Alors évidemment, tu es directement impressionné par Denis, parce que c'est quand même quelqu'un qui en jette, quoi, hein. Il vient et il est cadré, il sait ce qu'il a à dire. Évidemment, toi, tu n'as pas l'habitude de faire de la télévision ou de répondre à des questions quand on pose des questions et autres. Donc, tu es là. Alors, à ce moment-là, on a déjà un peu discuté avec tout le monde. Je vois le parcours du combattant devant moi. Je vois les 19 combattants. Je les regarde et je me dis, mais qu'est-ce que je fous ici? Ça, c'est la première chose que je me dis. Je suis honnête, hein. Parce que je dis, ouais. Parce que quand tu regardes, et je pense même qu'au niveau des femmes, je suis quasiment certain que les nôtres sont plus sportives que celles qui vont arriver maintenant, parce que je pense que la moyenne d'âge est plus élevée ici. Mais on a quand même des solides morceaux de filles chez nous en termes de sportivité. Et les mecs, tu les vois, c'est quand même tous il faut dire que moi je suis le plus âgé. Je m'attendais aussi à avoir un équilibre, en tout cas un peu plus de variété dans les âges, tu vois. Donc il y avait Célia qui est 49 ans, je crois. Et puis en dessous, donc moi j'en avais 56. En dessous, c'est directement, tu arrives à 40 ans et ainsi de suite. Donc si tu veux, entre moi et le premier homme, il y a 15 ans de différence. Et ça, je n'avais pas appréhendé. Je m'attendais vraiment à. Je me dis, s'ils m'ont pris moi, bah, ça va être peut-être plus équilibré parce que tu sais, on dit toujours, ouais, les saisons de Koh-Lanta, c'est devenu trop sportif, trop jeune. Et à un moment donné, on avait entendu sur les réseaux sociaux qu'ils allaient peut-être faire un Koh-Lanta où, entre guillemets, les gens plus normaux sont plus représentés, moins sportifs et ainsi de suite. Mais quand j'ai vu les loustiques et les 19 qui avaient à côté de moi, je me suis dit, oui. Et donc, et après coup, je me suis dit que le parcours du combattant, pour moi, on sait très bien que je ne vais pas le gagner, ça c'est sûr. En plus, au bout du parcours du combattant, tu as un avantage, tu as quand même le talisman que tu peux mettre dans ta poche. Donc, quelque part, c'est quand même un avantage. En tout cas, j'avais aucune chance de le gagner. Il y a d'autres Koh-Lanta ou des premières épreuves, tu as quand même des premières épreuves où tout le monde a une chance de pouvoir le remporter. Tu vois, quelque chose d'adresse et ainsi de suite, mais le parcours du combattant, tu oublies, quoi. Donc, pour moi, c'est fini. Et d'ailleurs,
Je fais un grand remerciement à la prod d'ailleurs par rapport au montage et autres. Ils auraient pu être beaucoup plus durs avec moi s'ils avaient voulu au niveau du parcours du combattant. Et j'ai donné ce que je pouvais donner, mais ils ont quand même été, les images qu'ils ont données, ainsi de suite, franchement, ils ont été cool par rapport à ça. Donc, oui, le parcours du combattant était là. Il était très dur. Donc, à un moment donné, tu as le parcours dame, donc fille, et puis homme. Mais tu dois savoir que sur le dernier obstacle, tu as une poutre chez les hommes qui est enlevée pour pouvoir passer au-dessus, tu vois. Donc, le dernier obstacle que Elena gagne chez les filles, quand tu passes le dernier obstacle, tu peux mettre le pied sur une poutrelle. Donc, tu peux passer au-dessus. Les hommes, ils ont dit, attendez, vous, c'est pas la même chose. La poutrelle, vous ne l'avez pas. Ah, d'accord. Donc moi, jamais de la vie, jamais de la vie. Regarde, Benjamin n'a pas réussi à passer. Benjamin, c'est un jeune qui est quand même léger, qui a quand même une belle allure sportive et n'est pas arrivé à passer au-dessus. Et je pense qu'il y en a encore quelques-uns qui ne sont pas passés au-dessus. Donc, c'était le parcours très, très dur. Et c'était vraiment taillé pour Nicolas. C'est un ancien militaire et autres qui a eu l'habitude, je suppose, pendant son service militaire ou pendant qu'il était militaire, à faire des parcours du combattant. Mais c'était compliqué de pouvoir arriver au bout. Donc, c'est vrai que dès le début, tu es, comment je vais dire, moi j'ai mon âge, je ne suis pas sportif, tu tombes sur une épreuve qui est très très compliquée, donc tu te dis, waouh, ici, ça va faire mal. Parce que moi, la première chose que je me suis dit en partant en Canada, je me dis, voilà, pour moi, le plus dur, ça va être les 10 premiers jours. Pourquoi ? Parce que, évidemment, pour trouver des arguments pour éliminer quelqu'un, donc il faut en trouver. Hein. C'est pas évident de décider de voter comme quelqu'un, surtout si tu t'entends bien avec tout le monde. Si par exemple tu as des mauvais caractères ou des gens qui s'énervent ou qui ne travaillent pas ou qui ne font rien, tu as toujours un argument de dire ouais, tu n'as pas travaillé, tu as insulté ou tu as eu des mots qui n'étaient pas corrects, on t'élimine. Mais quand tu n'as pas ça, ben, il faut trouver d'autres arguments. Il y a l'argument du plus vieux, du moins sportif et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est important. Du côté des jeunes, par exemple, ils s'en sont pris à Tania et à Benjamin. Pourquoi ? Parce que, en gros, ils en faisaient moins que les autres, a priori, et ainsi de suite. Donc, voilà, on cherche les premiers arguments, et dès qu'il y en a un, deux, trois qui sont d'accord, eh bien, ça fait effet de masse, et puis on passe ça à tout le monde, et l'information circule. Et donc, tu as eu, je suppose que tu vas en parler maintenant, la problématique d'Elena, qui pour moi m'allait très bien. Évidemment. Donc, ça, donc j'ai des discussions avec Alex, puisque cette nuit-là, on passe la nuit tous ensemble. On n'est pas encore répartis en équipe. On fait d'abord le parcours du combattant, la deuxième épreuve que Nicolas remporte pour avoir le talisman. Et puis on nous dit, voilà, vous allez passer la nuit ensemble. Et demain, vont être formées les équipes. Et donc, cette nuit-là, Elena avait eu des propos un peu... Ouais, c'était pas méchant ce qu'elle a dit, mais elle est un peu comme ça. Hein. Elle fait son truc, son taf, son sport et ainsi de suite. Et en gros, elle voulait dire que moi, entre guillemets, ça fait des années que je fais ça, ça fait des années que je fais du sport. Et moi, même si je n'avais pas tout entendu, les propos qu'elle a tenus, mais je peux comprendre que d'autres aventurières qui étaient là étaient frustrées. Elle aurait mieux fait de se taire, ça c'est sûr. Donc, au niveau stratégie, elle a raison de dire qu'elle est nulle part et c'est pas elle qui allait créer une stratégie. Elle était là pour faire son sport, pour se donner à fond, mais ne demande pas ce qui se passe dans les coulisses, elle savait rien. Donc, elle est arrivée là où elle est arrivée parce que d'autres ont décidé qu'elle devait arriver là où elle est arrivée. Et elle, son truc, c'est pas la stratégie, ça c'est clair et net. C'est le sport, et c'est ce qu'elle a fait, ce qu'elle a montré. Et puis, évidemment, le premier soir, ça m'a permis à moi d'avoir des discussions, notamment avec Alex, qui me dit, voilà, moi j'ai envie que tu restes, j'ai envie que tu continues l'aventure, et ainsi de suite, même si on n'avait pas encore passé d'épreuve, hein, parce qu'on n'avait pas encore eu d'épreuve d'immunité. Et moi, je t'écoute tout content, évidemment. Je dis, oui, bien sûr, moi, ça m'intéresse. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit des images, on discute ensemble par rapport à ça. Et donc, j'étais complètement derrière lui à 100%.
Et, et arrive évidemment, alors je ne sais pas si tu veux poser des questions sur d'autres choses, puisque évidemment je me fais éliminer bien plus loin, mais arrive la première épreuve qu'on a la chance de gagner. Et là, je peux te dire que c'était une épreuve. En fait, la joie qu'on a, c'est pas de la comédie. On est vraiment stressé, on est sous tension, il fait chaud, il fait lourd. C'est des épreuves qui sont assez compliquées, qui sont assez physiques. On ne se rend pas compte, en fait. Donc, tu le vois à la télévision, tu te dis, ouais, ça, je pourrais faire, ça pourrait aller, et ainsi de suite. Mais quand tu le fais en vrai, c'est pas tout à fait la même chose. Et la problématique aussi qu'il y a quand tu fais des épreuves, et moi, ce que je me suis dit à ce moment-là, soit j'essaie d'apporter quelque chose et de montrer quelque chose, soit je me cache derrière tout le monde, tu vois, et je porte le truc, je ne dis rien, je ne prends pas d'initiative, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que tu me vois ramasser l'habit, prendre le flambeau, parce que et tout le monde était d'accord avec le principe de faire ci, de faire ça. Donc je m'étais proposé de faire plusieurs choses pour montrer que je veux apporter quelque chose à l'équipe. Et évidemment, quand tu fais ça, tu peux faire des petites erreurs. Parce que si tu ne fais rien, tu ne fais pas d'erreur. Si tu fais quelque chose, tu peux faire des petites erreurs que tu n'appréhendes pas. Et donc, des petites erreurs peuvent... et à ce moment-là, celles-là sont bien montrées à la télévision parce qu'on veut quand même... et ceux-là, évidemment, peuvent te coûter ta place. Et donc, on gagne la première épreuve. On gagne la deuxième épreuve où on doit casser les... Et là, évidemment, on est fou de joie. On a d'ailleurs le kit de pêche. Personne ne sait s'en servir, mais donc d'où la frustration de Nicolas, de Benjamin en face, les pauvres. Ils n'ont pas voulu être à leur place, franchement, parce qu'ils demandaient juste d'avoir le kit de pêche pour pouvoir pêcher, quoi, et ils ne gagnent pas, tu vois. Et d'ailleurs, si tu regardes bien, c'est les deux seules épreuves qu'on a gagnées, les rouges. Ah après, oui. C'est fini. Oui. Donc, moi, je peux quand même dire que je sors de Koh-Lanta avec du 100%. Non, deux victoires et une défaite. Oui. Et donc, arrive la troisième épreuve d'immunité. Et là, on est parti au début de l'épreuve, on est en avance. Si on regarde bien les images, on est en avance, c'est vrai. Et puis, on perd du temps dans le dernier obstacle, on perd pas mal de temps. Et puis, les jaunes, quand tu les regardes, c'était quand même une équipe qui était assez bien équilibrée, en fait. Donc, nous, on a du mérite pour les deux premières heures, honnêtement. Mais en termes d'équilibre, d'ailleurs, on le voit après, dès qu'ils ont, si tu veux, fait tous les réglages qu'il y a à faire, trouver le bon moyen de fonctionner, c'était compliqué pour les rouges de pouvoir les battre. Et donc là, il y a le moment épique où, en tout cas en ce qui me concerne, je fais une faute, là où je passe derrière le... parce que je voulais pas enlever la corde le plus vite possible pour lever cette poutre pour pouvoir laisser passer tout la vasque et autres. Et la deuxième erreur que je ne savais pas, c'est au moment où je prends le flambeau et que je l'allume, je cours tant que je peux, mais je le tiens mal, et en fait, il s'éteint. Oui. Et on m'explique qu'il faut le tenir droit. Et donc, je le rallume, je retourne. Bon, c'est pas ça qui nous a fait perdre, hein, honnêtement. Mais, et puis, tu as le moment qui est très amusant où on voit Rudy qui saute sur cette poutrelle et qui essaie de la mettre à gauche, à droite. Enfin, ça n'a aucun sens. Hein. Et c'est vrai que là, et là, l'erreur des rouges qu'il y a eu, je pense, c'est qu'au début, pendant les deux épreuves, Rudy s'est fort mis en avant. Et à juste titre, hein, parce qu'il a fait du bon boulot. Martin aussi. Et si tu veux, tout le monde a commencé à se dire je ne vais pas me mettre en avant, je ne vais pas proposer mes services, parce que le problème qu'il y a, c'est que si tu proposes tes services et que ça se passe mal, c'est pour ta pomme. Tu vois? Ah ben oui. Ben ça, et donc, pour ce jeu-là, il aurait fallu, quand on a un conciliabule, on discute ensemble, pouvoir dire qui se sent de travailler, soit souplesse pour monter les choses, qui se sent de se tenir là. Et ça, on n'a pas eu. On a eu des plus forts renvois qui ont dit on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Évidemment, les autres, ils ne veulent pas s'imposer, ils n'osent pas s'imposer. Et c'est comme ça que tu n'arrives pas à trouver les bonnes personnes au bon endroit. Et c'est vrai que bon, vous avez remporté 2 épreuves sur 3, mais avant cette épreuve, moi je voulais revenir sur la conception déjà des équipes, parce qu'à ce moment-là, on a l'impression que tout le monde va être avec Nicolas et personne va être avec Elena, sauf un.
Alexandre qui dit: ah non, mais moi je vais être avec Elena et je vais tout faire pour l'éliminer. Donc moi en tant que fan de Koh Lanta depuis des années, je vois ça, je suis très content, je me dis ça va le faire et tout. Et c'est vrai qu'au moment de la conception des équipes, est-ce que tu es content de l'équipe où tu es, ou tu aurais peut-être préféré être chez les jaunes, et surtout, est-ce que tu avais l'espoir qu'Elena soit la première à se faire éliminer de ton équipe à ce moment-là? Alors, c'est mitigé pour moi. C'est-à-dire que la première chose que tu as en tête quand tu viens là, tu te dis, et ça je l'avais déjà avant, et j'avais déjà vu dans d'autres épisodes, c'est de te dire que tu vas être choisi le dernier. Et donc ça, c'est déjà compliqué à vivre, tu vois. Tu te dis, tu sais que tu vas être choisi le dernier, on va te poser la question, est-ce que ça te fait quelque chose, et ainsi de suite. J'ai eu beaucoup de chance, puisque il restait 2 hommes dans le groupe d'Elena, et il restait Alex et moi. Et donc, si tu veux, on a été ensemble dans l'équipe d'Elena. Je savais très bien qu'Elena ne voulait pas me choisir, et je savais très bien, vu ce qui s'était passé la veille, avec Elena qui avait un peu trop parlé, qui s'était un peu trop vantée, que les filles ne voulaient pas aller chez elle. Donc tout le monde voulait aller chez Nicolas parce qu'ils aimaient bien Nicolas. Nicolas, d'ailleurs, s'est avéré de quelqu'un de très sympathique, très gentil, très droit. Et donc tu sens ça aussi. Hein. Et donc les personnes voulaient tous aller chez Nicolas, évidemment, chez Nicolas, oui. Et le problème, c'est que tout le monde ne connaissait pas Elena parce que finalement, il y a eu l'épreuve la veille où tout le monde, en tout cas les filles en particulier, n'avaient pas aimé ce qu'elle avait dit. On passe la nuit. Et puis, le lendemain, c'est déjà la création des équipes. Donc, automatiquement, tout le monde avait envie, même si tout le monde dit « je suis très content d'aller chez Elena », c'est absolument faux. Après, c'est avéré qu'Elena, finalement, c'était quelqu'un de pas méchant du tout. Et d'ailleurs, je le dis, on le voit pas, mais je le dis à la fin aussi, moi, j'avais rien contre Elena, j'avais même pas entendu ce qu'elle avait dit, honnêtement. Mais évidemment, si moi, on me dit « écoute, tu sauves ta peau dans l'aventure », au détriment d'Elena, je ne vais pas dire non, évidemment. Et donc, les groupes se forment. J'ai, entre guillemets, la chance, avec Alex, d'aller en dernier dans le groupe d'Elena. Et puis là, je vois qu'Alex est avec moi, ce qui me rassurait un peu parce que j'avais eu des discussions avec lui. Et donc, on se chuchote 2-3 choses. Il y avait déjà dans le groupe, même quand le groupe a été formé, certains qui disaient directement dès qu'on peut, on va voter Elena pour la mettre dehors et compagnie. Donc, tu sentais déjà. Je crois que si on perd, si on perd la première immunité, Elena sort. La première immunité. Hein. Si la première, je vois. Ouais. Après, ce qui s'est passé, c'est que Elena s'est calmée. Tu vois, et c'est plutôt des personnes comme Rudy, Martin, qui étaient un peu plus forts en gueule et qui ont pris de l'assurance pendant les épreuves, qui ont pris un peu le... Donc Elena, c'était plus vraiment la chef du camp qui dit il faut faire ci, il faut faire ça. Bon, elle faisait un peu comme tout le monde, mais c'était pas la leader naturelle de l'équipe des Rouges. Elle a été mise leader parce qu'elle a gagné l'épreuve et qu'elle devait être la chef d'équipe, mais c'est pas elle qui a vraiment pris... à bras-le-corps le groupe, c'est plutôt d'autres qui ont commencé tout doucement à s'installer et qui ont fait des propositions. Et voilà. Et donc, c'est comme ça que ça s'est passé par rapport au début de l'aventure avec Elena. Et donc, c'est ce que je dis, les filles étaient assez remontées. Et comme je dis, si c'est la première immunité qu'on perd et pas la deuxième, je crois qu'Elena sort en premier. Oui, parce que c'est vrai que quand on voit un petit peu le premier épisode, il y a vraiment Elena qui est en mode moi je suis super content d'être là, j'adore mon équipe, c'est trop bien. Et tout le monde qui est en mode ah non, mais il faut qu'elle dégage, j'en peux plus, je la supporte pas. Enfin, tout le monde dit ça. Donc c'est vrai que moi je me suis dit putain, mais si dès le premier épisode ils perdent l'immunité et Alexandre réussit à retourner tout le monde pour dégager Elena, mais ça aurait été le meilleur premier épisode ever. Bon, après c'est triste pour Elena, hein, mais ça aurait été sympa. Ah non, entre guillemets, il y a des concours de circonstances qui ont fait en sorte qu'elle est passée entre les mailles du filet au moment de notre épreuve d'immunité qu'on a perdue. Mais c'est surtout qu'en plus, vous aviez découvert l'histoire du feu sacré. Comment tu as encaissé cette annonce? Comment tu as appréhendé cette histoire de feu sacré où on se passe le pouvoir d'équipe si on perd, etc. Comment tu as anticipé un peu ce pouvoir qui pouvait peut-être t'aider?
Ben justement, oui. Donc, je me suis dit, quelque part, c'est une bonne chose, puisque j'avais directement compris que quelque part, ce talisman était fait pour brouiller un peu le jeu et pour donner la possibilité à une équipe on va dire, de foutre un peu la bringue dans l'autre équipe. Et donc, Nicolas, qui lui avait ce talisman, qui est super sportif et qui a une mentalité de grand sportif, ben lui, plutôt que de le donner à moi et de se dire, Emine va l'avoir, je lui donne à lui, comme ça, lui, il est protégé, et il y a encore un petit vieux faible en face. Non, il a été donné ça à Rudy, le grand costaud. Et d'ailleurs, on voit très bien dans les épisodes que les coéquipiers de Nicolas se disent, on aurait dû le donner à Emine, ce truc. Hein, au moins, lui, il serait resté là et on aurait déforcé l'équipe adverse. Et bon, tu vas pas au conseil, tu t'en sors bien, au moins tu es sûr de rester de quelques jours de plus et en tout cas de ne pas être le premier éliminé de l'aventure. Et quand tu as vu qu'en face c'était Célia qui avait été éliminée, qui est la doyenne aussi de l'aventure, comment tu l'as pris? Est-ce que tu étais déçu de la voir partir? Est-ce que tu t'es dit ça va être tendu pour moi aussi? Comment tu as appréhendé, enfin comment tu as réagi à cette élimination? Célia, au tout début, quand on était encore à 20, il y avait, si mes souvenirs sont bons, il y avait Alex, je pense qu'il y avait Anso, Elodie et Célia, avec qui on avait discuté un peu ensemble. Et donc, Célia, en gros, c'est un peu celle qui la seule est tombée chez les jaunes et les 3 autres sont tombés chez les rouges. Et donc, elle était vraiment triste, on était triste pour elle. Et donc, je me suis dit, c'est dommage parce qu'à partir du moment où tu arrives à la réunification, si tu y arrives, évidemment, automatiquement, tu sais que tu as quelqu'un qui peut t'aider. Et d'ailleurs, par rapport au talisman et compagnie, c'est des choses qu'elle aurait pu très bien, si elle avait d'une manière ou d'une autre eu le talisman, il y aurait peut-être eu un échange entre moi et Célia, par exemple, comme il y a eu un échange entre Rudy et Tania, tu vois. Donc, si par exemple Nico me donne le talisman et qu'à un moment donné, je dois donner le talisman à quelqu'un et que Célia est encore là, c'est à Célia que je l'aurais donné. Alors, non seulement, quelque part, moi j'ai raison, parce que je dis à mon équipe, attendez, je déforce l'équipe adverse en gardant Célia, mais d'un autre côté, j'ai toujours une alliée de l'autre côté pour la réunification. Donc, pour moi, c'était gagné, quoi. Et donc, on aurait pu faire ce jeu en disant, je donne à Emine, je donne à Célia, Célia le redonne à Emine, on donne à Célia parce qu'on garde, entre guillemets, les petits vieux. Voilà. Et ça, c'était le bon plan, mais bon. Mais nous, on l'a beaucoup espéré en tant que spectateur. Moi, je me suis dit, ce serait bien que Nicolas le file à Emine ou à la limite à Alexandre, ceux qui ont été choisis au dernier moment pour qu'ils foutent un peu le bazar dans leur équipe. Mais non, Nicolas, voilà, il est pour mérite, hein, donc forcément, il choisit Rudy. Rudy qui n'était pas non plus. Non seulement ils n'ont pas assez d'avantages, ils sont grands, costauds, forts, sportifs, mais en plus, ils veulent un talisman pour être protégés. Non, mais arrêtons, quoi. Mais surtout qu'en plus, Rudy n'était pas si incroyable que ça dans les épreuves. Hein. Il a été beaucoup critiqué sur ça. En âge, il n'est pas incroyable. Il y a des fois en logique, c'était voilà. Donc c'est vrai que Rudy, en plus, s'est un peu fait éliminer à cause de ça aussi. À cause de ça. Et puis après, de nouveau, quand tu prends l'assurance, tu vois, tu dois faire attention à tout ce que tu dis, parce qu'il n'y a pas uniquement ce que tu vois, il y a aussi ce qui peut être dans les coulisses, façon de parler, mais ce qui peut être en dehors de ce que tu vois. Il y a des discussions, il y a des affinités. Je vais prendre à manger avec toi. Je dis un mot sur quelqu'un, même si c'est pas méchant. Je dis il n'en fait pas une, et ainsi de suite. La personne l'entend et c'est comme ça qu'on commence à mettre un peu les problématiques dans des groupes. Hein, dans un groupe, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, oui, Rudy, c'est un peu une grande gueule aussi. Hein, il faut dire ce qui est par rapport à ça. Bon, il a payé par après parce qu'à un moment donné, ça n'allait plus. Et lui, il manquait peut-être un peu de stratégie par rapport à ça parce que tu vois bien que dans l'épisode où je suis éliminé, il parle déjà directement lui-même qu'il est stratège, qu'il n'est pas très intelligent d'ailleurs de dire ça. Hein, tu ne le dis pas, surtout pas devant tout le monde, puisque même Alex l'a repris en disant attends, tu annonces toi-même que tu es stratège dans l'histoire. Donc, et c'est vrai que
au début, tu le sens pas parce que moi, je l'ai pas senti à la base que Rudy, c'était vraiment un stratège. Quand j'ai discuté, oui, quand on me voit discuter, moi, je m'attends pas à ce que, entre guillemets, déjà dans mon dos, ils avaient déjà discuté, tout était déjà réglé en ce qui concerne mon sort, ça je ne savais pas en fait. Mais surtout qu'en plus, oui, au moment où vous perdez l'immunité et que du coup vous allez aller au conseil, j'ai espéré, je dois l'avouer, que toi, Alexandre, Elodie, Christine, Anne-Sophie, ouais, ça fasse une bonne alliance pour sortir Elena. Surtout qu'en plus, on voyait bien que Rudy, Esteban ou M. Martin, il aimait bien Elena, mais il s'en moquait un peu. Enfin, si elle sortait, c'était pas non plus dramatique. Donc, il y a eu un peu d'espoir à ce niveau-là. Surtout qu'en plus, tu cherches un collier ou autre et tu trouves un avantage, tu trouves un double vote. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, l'espoir était un peu de retour parmi nous? Alors, on va dire que ce moment-là, c'est là que tout se joue en fait. Et c'est là que j'ai mal joué aussi. Là, on va être honnête. Donc, ce qui se passe, c'est que la veille, on perd l'immunité. Et le soir même, on est au bord du feu. Donc, on a toujours en tête. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que la stratégie, je vais être honnête, c'est pas moi qui l'ai mis en place. Tu vois? Donc, moi, j'étais évidemment directement d'accord. Tout le monde, il y a plusieurs filles qui veulent voter Elena, Alex aussi. Alex ne veut pas que je sois éliminé, et ainsi de suite. Donc, moi, tout est réglé. Mais je ne suis pas celui qui discute avec tout le monde, si tu veux. Et donc, le soir même, je discute avec Alex et je vois qu'il est un peu fouillant de regard. Je dis oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je dis à Alex, écoute, on n'irait pas aller prendre de l'eau tous les deux? Il dit ok, ça va. Et je vais là-bas, je regarde, je dis allez, il y a quelque chose qui ne va pas, dis-moi. Puis il me regarde, il me dit écoute, Émile, voilà, la stratégie elle tombe à l'eau, tout le monde va voter contre toi. Je dis bon, oui. Il dit voilà, ils veulent voter, ils veulent plus éliminer Elena. Et donc il me dit à ce moment-là que c'est Christine qui, en tout cas, une partie de la discussion, c'est Christine qui a un peu monté la tête aux filles en disant il faut garder Elena parce qu'elle est forte. Ce sont des arguments qui sont tout à fait recevables. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, j'essaie de sauver ma peau, évidemment. Mais qu'il faut garder Elena parce qu'elle est beaucoup plus forte pour les épreuves et ainsi de suite. Et donc, et je dis, toi aussi, tu votes contre moi. Et il dit, écoute, si tout le monde vote contre toi, si je vote pas contre toi, bah à ce moment-là, tout le monde va tomber dessus. Va lui tomber dessus. Et il a raison. Mais moi, je me sens trahi à ce moment-là. Et attends, tu peux très bien voter pour quelqu'un d'autre, en âme et conscience, que ce soit toi, Anne-Sophie, Elodie, je pense qu'il y avait même Julie dans le groupe. On était six. Julie, oui. Ouais. On était 6 dans le groupe. Je ne vois pas pourquoi tu ne voterais pas pour quelqu'un d'autre et me laisser une chance. Et donc, ça en reste là. Donc, je suis un peu vexé, évidemment. Le lendemain matin, lever du soleil, je me suis dit, je sais que tout le monde veut voter contre moi, donc on est 9 contre moi. Donc là, c'est fini, quoi. Parce que j'entendais, oui, il aurait dû aller discuter avec tout le monde sur le camp, plutôt qu'aller chercher un collier, essayer de rabibocher les gens. Quand on a 9 contre toi, que tu es plus ancien, que tu es le moins sportif, tu n'as aucune chance de t'en sortir. Et donc, moi, je dis, la seule chance, c'est de trouver un collier. Et donc, je dis, moi, du matin au soir, s'il faut, j'irai chercher ce collier parce que je ne voulais pas avoir de regrets. Rester sur le camp à faire le feu, parce que d'ailleurs, j'ai une anecdote pour ça, je te le dirai juste après, à faire le feu et autres, ou et ne pas chercher quelque chose qui peut me sauver, ça s'inverse. Là, c'est déjà la fin de mon aventure. Donc là, il faut que j'y aille. Et donc, j'ai ratissé le camp, je crois, 12 heures. Mais quand je te dis 12 heures, c'est du matin, lever du soleil, jusqu'à quasiment au coucher du soleil. Je n'ai pas arrêté. Je me suis arrêté 2 fois. Une fois, ils m'ont appelé pour manger un morceau de manioc et compagnie. Et j'ai arrêté encore 2 fois pour aller me relaxer dans l'eau parce que je ne savais plus avancer. J'étais trop fatigué, en fait. Et donc, d'ailleurs, on voit les images. Quand je dis que c'est dur, là, j'étais vraiment au bout du rouleau. Hein. Quand je te dis bout du rouleau, c'est j'en pouvais plus, j'arrivais plus à marcher. Je rampais pour aller chercher et trouver ce collier. Et donc, en fin de journée, je trouve enfin, j'espérais trouver un collier, je vois quelque chose qui brille et je vois que c'est une fiole, je vois qu'il y a un parchemin dedans. Et là, je me dis, non seulement c'est une immunité, mais en plus, j'ai peut-être un avantage supplémentaire, quelque chose, parce que je vois un billet dedans, j'ouvre, et là, je vois que j'ai droit à 2 votes. Je vais être honnête avec toi, j'étais content d'avoir trouvé quelque chose,
Mais quand j'ai lu ça, j'ai dit, je m'en sortirai pas, quoi. C'est impossible. Oui. Et moi, je me dis, la seule chose que je peux faire, c'est essayer plutôt, et c'est là que j'ai fait l'erreur, mais j'avais plus les idées claires, en fait. Tu vois, j'étais vraiment, quand je te dis, mais fatigué, j'avais plus vraiment les idées claires pour essayer de bluffer. J'ai plutôt été sur le fait de se dire, je vais essayer quand même de retirer et essayer de faire changer d'avis plusieurs personnes et essayer d'avoir au moins 5 votes. Donc, moi, 4 autres. Et en fait, je voulais aller sur le fait d'essayer d'avoir 4 votes, leur dire, voilà, 5 contre 5, donc 5 votes contre 5 votes, et ça va à la boule noire. Et donc, je me dis comme ça, je dirais à tout le monde que j'ai une chance sur 2. En fait, j'avais 2 votes. Donc, je savais très bien que si on arrivait à 5 contre 5, c'est moi qui passais parce que bon, j'ai essayé de la jouer. C'est dans ce délire-là que je suis parti, tu vois. Je savais que j'avais déjà Alex, tu vois. Enfin, j'aurais pu essayer de faire changer d'avis Alex. Peut-être Anne-Sophie, Elodie m'aime beaucoup parce que Elodie, il faut savoir que Elodie voulait pas voter contre moi. Et mais je crois que c'est Rudy qui lui a dit clairement, écoute, si tu ne votes pas contre Emine, c'est toi qui va sauter la prochaine, tu vois. Donc, et donc je me dis, et c'était vraiment dans le calcul de vote que j'étais plutôt que dans le bluff. Donc, je dis, Alex, peut-être Anne-Sophie. Bon, Anne-Sophie qui avait sa propre conception du jeu, mais je ne savais pas à ce moment-là. Hein. Je m'attendais vraiment à ce qu'elle me dise pas de problème. Anne-Sophie, on avait Elodie, et si j'arrivais encore à avoir une personne, c'est-à-dire Julie peut-être, hein, ou Esteban, alors à ce moment-là on est 5 et c'est bon, je passe, tu vois. Et donc je vais chez Alex. Et je ne vais pas te cacher, je lui explique, je voulais pas lui dire ce que j'avais, et je lui ai pas dit ce que j'avais. Et je lui ai dit, écoute, laisse-moi une chance, j'ai quelque chose, mais laisse-moi une chance. Et lui, dans son esprit, il voulait vraiment qu'il y ait un retournement de situation, il voulait vraiment que je reste, tu vois. Mais moi, je me suis senti trahi par lui la veille, et donc j'avais un peu l'esprit mitigé par rapport à Alex. Et donc, on a eu de grosses discussions après l'aventure là-dessus, évidemment. Mais je lui en voulais, vraiment, tu vois, parce que je m'attendais vraiment qu'il ne vote pas contre moi. Et donc, Anso a été très compliqué à faire changer d'avis, même si elle m'a dit du bout des lèvres, OK. Et puis, j'ai eu le temps. Alors, j'ai été voir Esteban avant, donc, comme tu peux le voir. Donc, j'ai d'abord discuté avec lui si je trouve quelque chose et ainsi de suite. Mais moi, je ne savais pas qu'ils avaient déjà discuté entre eux à ce moment-là. Je ne savais pas qu'ils s'étaient mis d'accord entre les garçons. Je pensais qu'il y avait peut-être moyen de retourner un peu, ou qu'ils ne votent pas contre moi, un Esteban, même un Rudy, tu vois. Et c'est comme ça que Rudy, lui, il m'a bien fait à l'envers, il faut être honnête. Parce qu'il n'a pas été cool à 100% par rapport à ça. Il aurait pu me dire clairement, écoute Emine, non, je vote contre toi, pour telle raison, mais il m'a fait poireauter. Et c'est comme ça que, comme j'avais perdu un peu la confiance en Alex, je me suis dit, je vais me retourner vers Rudy et je vais complètement être transparent avec lui parce que je voulais qu'on joue franc jeu. Ça m'a perdu, évidemment, de jouer franc jeu. Et je l'ai essayé. Et la dernière chose qui était importante à savoir, c'est, tout le monde me dit pourquoi j'ai voté contre Christine au bout du compte, puisque je voulais voter contre Elena à la base. Alors, comme j'ai dit, moi, Elena, je n'avais pas grand-chose contre elle, honnêtement. Mais Christine, comme c'est elle qui avait quand même monté la tête de toutes les filles pour voter contre moi, je leur voulais par rapport à ça. Je me suis dit, je vais voter contre elle, d'autant plus que sur le camp, je n'avais réellement pas trop d'affinité avec elle. Tu vois. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je n'avais pas trop d'affinité. Ouais, ils se remarquent que je n'aimais pas trop et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que j'ai voulu voter contre elle. Et alors, autre chose qui était très amusant, c'est que il y a quelqu'un qui me dit, enfin qui écrivait, mais pourquoi il dit que Elena, Christine est petite et autres. Ben, j'avais entendu que Elena, elle est grande, tu vois. Elle est sportive, elle est grande et on ne veut pas l'éliminer. Et moi, je me dis, je ne vais pas pousser pour Elena, puisqu'ils veulent la garder absolument. Je vais pousser pour quelqu'un qui est plus âgé et qui est petite comme moi. Donc, au moins, l'argument de grand, ils n'auront plus. Tu vois ce que je veux dire? Et elle est moins sportive qu'Elena. Donc, j'avais peut-être plus de chances de faire un peu changer d'idée certaines personnes pour Christine.
Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de partir pour les votes, j'ai vu Rudy. Et là, j'ai vu que Rudy m'a dit c'est mort, tout le monde a voté contre toi et compagnie. Donc, je savais que c'était mort. J'avais juste Alex et Anne-Sophie. Et avant de partir, j'étais les voir. Je leur ai dit écoutez, laissez tomber, vous pouvez voter contre moi. Pour éviter que eux ne votent pas, votent contre quelqu'un d'autre et qu'ils aient des problèmes. Tu vois. Je savais que c'était mort. Donc, j'ai quand même été leur dire voilà, c'est bon, on en reste comme ça. Et honnêtement, après. Déjà avant de partir, tout le monde venait chez moi, on t'aime beaucoup, bazar et tout. On n'avait pas encore pris le bateau, en gros, tout le monde me disait déjà presque au revoir. Donc pour moi, il n'y avait pas trop de suspense par rapport à. Mais la grosse erreur que j'ai faite, c'est que j'aurais dû bluffer. J'aurais dû dire voilà, j'aurais dû montrer la fiole en disant voilà, j'ai une immunité dedans et j'ai peut-être même encore un ou deux avantages supplémentaires, faire peur à tout le monde. Et je ne l'ai pas fait. Et ça, c'était ma grande erreur. Ça ne veut pas dire que ça m'aurait sauvé. Hein. Certainement pas. Mais peut-être que j'en aurais parlé à Rudy. Si j'avais su déjà à la base qu'il voulait, j'aurais peut-être dit à Rudy, voilà, j'ai mon immunité, je suis sauvé, ainsi de suite. J'en aurais parlé encore un ou deux, ils se seraient parlé les uns les autres. Et ils auraient peut-être dit, bon, on va partager nos votes. Hein. Et à partir du moment où tu partages tes votes, peut-être que c'est un 5-5, j'ai mon vote supplémentaire, je passe. Tu vois. Je n'ai pas vu comme ça. Et ça a été mon erreur. Qui m'a été fatale. Célia l'a tenté, mais bon, ça n'a pas marché non plus. Ouais, si j'avais montré la fiole que j'ai trouvée, ils m'auraient cru un peu plus, je pense. Et là, ils auraient eu peur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils se seraient dit, oui, ici, il ne faut pas se tromper dans ce qu'on fait parce que Emine, probablement qu'il est sauvé ce soir. Tu vois? Et c'est quoi l'anecdote du feu? Ben, le feu, en réalité, donc, quand on a commencé à faire le feu, on voit commencer à faire le feu, donc j'avais appris un peu les techniques, surtout en tuto, hein. Et Julie avait plus ou moins les mêmes techniques que moi. Donc on a commencé à deux à faire du feu. Donc on fait le feu, on essaye de le faire, ça commence à fumer et ainsi de suite, tout se passe bien, on trouve du bambou qui est sec, on fait les petites rainures pour pouvoir faire passer l'air et ainsi de suite, donc tout se passe bien. Et à un moment donné, Elodie veut faire du feu aussi. Elle dit oui, moi je voudrais faire du feu avec une corde et un bâton avec l'arc. Et Martin, qui n'y connaît rien, dit oui, Elodie, si tu veux, je t'aide et compagnie. Et moi je suis occupé et je commence à être essoufflé pour me faire mon feu. Et Martin vient chez moi et dit écoute, tu veux pas que je le fasse? Et lui, je lui donne le bois, il y va, et puis il sort une braise et il ne sait plus quoi faire, quoi. Donc, je lui dis, garde dans tes mains, je lui montre, je souffle, bazar et tout, et puis le feu est parti. Et puis le mérite, c'est parti pour les autres. Ouais. Super. C'est frustrant. Ah bah oui, clairement, tu bosses depuis tout à l'heure et puis il y en a un qui arrive en 3 secondes. 2 jours, j'ai bossé dessus. Et ça me faisait penser à Sarah, à l'époque. Il n'y a pas de... qui disait, moi je fais mon feu, je le donne à personne, c'est moi qui vais le faire. J'aurais dû peut-être être comme ça pour... parce que moi... Tu fais le feu, c'est quand même quelque chose de tout à fait particulier dans ta, et tu as une fierté à le faire. Et j'ai peut-être été pas assez égoïste sur ce coup-là. Et puis en plus, ça peut te sauver. Tu te dis, je vais pas l'éliminer alors qu'il a fait le feu quand même. C'est un peu. Ça aurait pu aussi m'aider là-dessus. Bon, c'est très amusant, c'est que ça c'est aussi une anecdote. J'ai été voir Martin près de Genève l'année dernière, que j'étais voir chez lui et avec sa femme. Et je suis avec ma femme, on s'assied pour boire un café chez eux et autres. Et la première chose qu'il dit à ma femme, il s'appelle Neriman, Neriman, tu dois savoir une chose, le feu, c'est Emine. Parce que lui, le pauvre, il se sentait frustré, même là-bas. Parce qu'évidemment, les caméras se tournent vers lui, ce qui est normal, puisque c'est lui qui a le feu en main et ainsi de suite. Même Denis Brognard, mais il venait tout le temps chez moi, écoute Emile, c'est toi, je sais, avec Julie. Je dis, écoute, t'inquiète pas, Martin, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais il était plus embêté pour nous qu'autre chose. Ouais, je comprends. Ce qui est très touchant d'ailleurs. Et malheureusement, tu quittes l'aventure, mais pas de façon douce, puisque tu jettes un petit peu de l'huile sur le feu avant de partir. Et effectivement, tu parles d'une stratégie qui a été faite contre Elena. Alors, quelles étaient tes intentions? Est-ce que c'était réfléchi ou est-ce que c'est sorti naturellement? Parce que c'est vrai que ça a foutu un peu le bordel après le conseil, quoi.
Bon, ça a fait plaisir à tout le monde que je foute un peu le bordel. Hein, sinon, c'est pas gay. Denis Brognard, quand il était là, je peux te dire qu'il était tout content que je veuille parler de cette problématique. Il m'a même demandé si je voulais citer des noms. Je dis non, ça quand même pas, je laisse se régler entre eux. Mais t'imagines, tout le monde vote contre toi. Déjà, j'étais très frustré qu'il n'y ait pas un vote pour quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Qu'on veuille voter contre moi, c'est normal, j'ai aucun problème. Mais il faut essayer de faire ça un peu dans les formes, quoi. Je sais pas, il y en a un ou deux qui se mettent d'accord entre eux, qui disent voilà, il y en a un qui va voter pour un tel, un qui va voter pour un tel, pour pas qu'il y ait mis une sorte comme ça à 9 votes, comme si j'avais tué quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est assez frustrant d'avoir tous les noms contre toi, déjà. D'ailleurs, ça aurait été bien que j'ai un collier à ce moment-là, parce que... Ah oui, bah là, c'est toi qui décidais qui sortait. Exactement. Et j'ai même réfléchi à un truc, je me suis dit, si j'avais mis Rudy dessus, qu'est-ce qui se passe? Lui, il a le talisman, moi j'ai le collier, on fait quoi? Ben, on revote et vous êtes tous les deux immunisés. Oui, voilà. Ça aurait été sympa, ça. Bah, ça aurait été Alexandre ou Elodie, hein, je pense. Ouais, après les discussions qu'il y a eu au conseil, oui, probablement. Et donc, mais moi, j'étais vraiment dans la frustration de partir, tu vois. Donc, déjà, j'avais eu le sentiment d'avoir été trahi par Alex. Alors, en fait, moi, ce qui m'embêtait le plus, c'est que c'est pas une stratégie que moi j'ai mis en place à la place. C'est pas moi qui ai dit on va voter contre Elena et compagnie. Alex est venu chez moi, m'a dit écoute Émile, moi j'aime pas qu'on... Et il y a d'autres filles qui étaient là, qui étaient les premières à dire on veut éliminer Elena. Il y en a une qui, elle avait à peine choisi dans son équipe, elle a dit on va la tèche celle-là. Donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, ce sont tous des aventuriers, des coéquipiers qui sont les premiers à dire on va éliminer quelqu'un. Et au bout du compte, alors que c'est pas moi qui ai lancé la stratégie, tu vois, ben, m'élimine-moi parce qu'à un moment donné, ils ont changé d'avis parce que d'autres disent qu'il faut garder Elena. Je comprends qu'ils veulent la garder, mais à un moment donné, soit tu mets une stratégie, tu l'assumes. Si moi, j'avais mis la stratégie en place, alors je comprends. Alors je dis, OK, j'ai mis la stratégie en place, je ne vais pas mettre les autres dedans, je ne vais pas commencer à dire, lui est venu, il m'a suivi dans cette stratégie ou celui-là. Mais c'est eux qui mettent la stratégie en place. Je n'ai pas cité de nom, mais c'est eux qui mettent la stratégie, ils étaient 3, 4. Et c'est moi qui paye les pots cassés. C'est pas honnête. C'est pas juste. Et c'est pour ça que j'étais très frustré, en fait. Et c'est pour ça que je dis dans l'interview, quand on parle, je dis, c'est pas moi qui voulais éliminer Elena, parce que moi, Elena, en gros, je n'avais pas grand-chose contre elle, elle m'a rien fait, en fait. Je n'avais même pas entendu les petites réflexions qu'elle avait faites. On est venu chez moi, on m'a dit qu'on allait faire comme ça, que j'allais rester dans le jeu. Ok, très bien, je les ai crus. Je pensais que ça allait se passer comme ça. Mais au bout du compte, on a 9 votes contre moi, j'étais très frustré par rapport à ça, tu vois. Il y a aussi la manière et la forme que tu mets quand tu vas éliminer quelqu'un. Et c'est là-dessus que je me suis dit au moment de partir, je dis, mais enfin, j'ai pas lancé ce truc et c'est moi qui paye les pots cassés d'une stratégie qui a été faite par d'autres personnes. Et c'est là-dessus que j'ai dit, c'est pas ma stratégie, c'est une stratégie qui a été faite, il y avait une stratégie en place pour éliminer Elena et c'est moi qui paye, qui m'en vais. C'est ce que je dis à la fin. C'est pas juste. Ça fait un peu Calimero, hein, mais bon. Mais oui, mais au moins, ça a mis le feu aux poudres. C'était intéressant. Mais, et puis, je voulais partir avec un peu de panache aussi. Quoi, oui. C'est comme ça. Clairement, oui. Après, ça a fait parler. Hein. Moi, j'étais vraiment en mode ah oui, d'accord. Oh non, ça m'a bien fait plaisir. Non, j'ai eu aucun remords par rapport à ce que j'ai dit et je trouve que j'ai même été encore cool de ne pas citer de nom. Oui. Alex, ça lui a porté un peu préjudice, ça je comprends. Mais bon, ils n'étaient pas nés de la dernière pluie. Hein. Tous, ils savaient très bien qu'il se passait des choses au niveau stratégique. Et c'est vrai que pendant les discussions que j'ai avec Alex et avec notre ami Esteban, je parle de la stratégie parce que je parle de personnes qui sont éliminées et qui risquent d'être éliminées. Et là-dessus, Rudy me dit il n'y a encore rien qui est décidé. Il y en a plusieurs qui sont sur la sellette. Il y a Elodie, il y a notre amie Elena. Donc, il y a encore de la possibilité pour toi. Alors qu'à ce moment-là, Rudy sait très bien que c'est déjà fini, qu'ils ont tous décidé de voter contre moi, tu vois. Et c'est là que Rudy l'a joué un peu retort, mais bon, il a joué son jeu stratégique. Grand bien lui fasse, mais évidemment, moi, je me suis senti un peu un pion dans le jeu d'échecs et voilà, quoi.
Et malheureusement, tu quittes l'aventure. Comment s'est passé bon, parce que tu dois attendre 3 jours au cas où si un aventurier abandonne médicalement. Comment s'est passé cet instant-là? Comment s'est passé le retour? Quand tu as retrouvé tes proches, je me doute qu'ils étaient un peu déçus de te voir si tôt. Voilà, comment s'est passé un peu ton retour en France et retrouvailles de tes proches? Alors, oui, je reste donc 3 jours sur place. Alors, tu espères toujours que on va venir te repêcher. Et moi, l'idéal, ça aurait été que, par exemple, euh, Benjamin abandonne plus tôt et que je puisse prendre sa place. Parce que je pense que du côté des jaunes, j'aurais plus de chance. J'ai l'impression. Par rapport aux personnes qui étaient là et par rapport au caractère des gens et ainsi de suite. Il y avait plus de personnes un peu particulières chez les rouges que chez les jaunes. J'ai l'impression, tu vois. Hmm. Chez les jaunes, c'est un peu plus lisse et chez les rouges, c'était un peu des montagnes russes, quoi, tu vois. Et donc, je pense que chez les jaunes, j'aurais eu peut-être un peu plus de chance de pouvoir un peu continuer l'aventure si j'avais été, pas au début évidemment, mais si j'avais été récupéré par les jaunes après, je pense que j'avais eu une petite chance, d'autant plus qu'ils ont gagné les épreuves, mais je dis, j'aurais eu une petite chance. Donc, oui, je reste 3 jours, j'espère revenir. Le dernier jour, on vient me voir, je crois que c'est pour réintégrer l'aventure. Mais en gros, on vient discuter avec moi pour finalement me dire bon voyage et bon retour. Hein, et donc, tu fais et ce qui est bizarre, c'est que même dans le voyage retour, parce qu'on roule beaucoup en voiture avant d'arriver au premier aéroport qui va donner un avion pour un deuxième aéroport et ainsi de suite, même dans la voiture, la personne qui t'accompagne a un téléphone, donc tu te dis toujours peut-être qu'elle reçoit des coups de fil, peut-être qu'ils vont dire ok stop, fais demi-tour. Donc jusqu'au premier aéroport, quand j'ai pris le premier avion, j'ai toujours espéré qu'il y ait un revirement de situation. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. C'est drôle ça. Et, alors évidemment, quand tu arrives à Manille, hein, là tu reçois des effets personnels, c'est-à-dire tu reçois ton téléphone et ainsi de suite, et puis tes effets, et puis on te dit bon retour, ton billet d'avion, ton sac, et t'es parti, quoi. Et donc là, c'est assez intriguant parce que j'appelle à la maison quand je suis à Manille, et il fait nuit, encore en Belgique, et donc ma femme décroche, et la pauvre, elle dormait, et compagnie, oh dis non, et en réalité, c'était drôle parce que mon fils l'avait appelé juste avant qu'elle aille se coucher pour dire j'ai fait un rêve où papa est éliminé et revenait. Drôle ça, vraiment Hmm. des prémonitoires comme ça. Et effectivement, j'ai été éliminé, je revenais. Et donc tu reviens à Paris, comme je suis arrivé à Paris très tard, j'ai encore passé une nuit d'hôtel à Paris. Et le lendemain matin, le train hein, pour Bruxelles. Et puis, j'ai ma femme et mon fils qui m'attendaient sur le bord de la gare. Très content de les voir, très content qu'ils me voient. Évidemment, très triste pour moi, hein, parce qu'ils espéraient que j'aille plus loin dans l'aventure. Mais bon, ça, c'est koh. C'est déjà magnifique ce que j'ai vécu. Donc, je ne veux Hmm. pas me plaindre. Ouais, tu fais partie quand même des 400 candidats qui ont fait koh c'est fou quand même. Non, c'est incroyable. Et comment il y a le temps de la diffusion, comment tu as vécu la diffusion? Est-ce que tu as regardé tous les épisodes? Est-ce que tu as vu tout ce qui s'était passé dans ta saison? Comment tu as vécu les réseaux sociaux? Parce qu'on sait que les réseaux sociaux maintenant c'est d'une violence inouïe. Donc bon, je pense que toi ça va, t'as pas trop pris cher. Mais comment tu as vécu tout ça? Est-ce que tu étais content de voir tout ce qui s'était passé pour tes petits camarades? Est-ce qu'il y a des moments qui t'ont marqué dans la saison? Enfin bref, comment tu as vécu la diffusion et le retour du public? Alors, il y a vraiment d'abord le temps d'attente, puisque tu attends quand même 6 mois. Donc, tu reviens presque 6 mois avant l'avant-première déjà. Donc, tu es là en attente. Le temps ne passe pas, en fait. Puis, à un moment donné, ça arrive. Tu vois ce qui est très particulier, c'est quand tu te vois pour la première fois, que tu vois l'avant-première. Alors, c'est une magnifique image. Franchement, j'ai été gâté par rapport à enfin, en tout cas, par Mm. rapport aux images de koh qu'on présente. En fait, c'est ça que tu attends. C'est de savoir les fameux deux prises de vue qui annoncent ton prénom. Et moi, c'est des deux magnifiques prises de vue. Hein. Et puis, la petite aparté à la fin où je dis c'est dur. Donc,
qui revenait à chaque épisode. Alors tout le monde disait c'est dur, même un emoji qui est Oui. c'est dur. Et là, évidemment, bon, on t'explique tout ce qu'il y a à faire, tous les risques qu'il y a, les réseaux sociaux, et comment tu dois te comporter, et ce que tu peux dire, ce que tu ne peux pas dire, ce qui est tout à fait logique. Et là, quand le premier épisode est diffusé, évidemment, là tu commences à... Enfin, d'abord, quand ils annoncent tous les profils, là, tu commences à avoir tous les messages de tout le monde en disant enfin, incroyable, cachotier, on n'y croyait pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit laisse tomber. Hein. Donc, avant, au moment du casting, enfin au moment de l'inscription, déjà, ça fait déjà presque une dizaine d'années qu'on me disait écoute, laisse tomber. De toute façon, chaque année, tu envoies ton courrier. Donc, ils te connaissent, ils savent qui tu es, ça ne sert à rien d'assister. Maintenant, tu commences à être beaucoup plus âgé, et ainsi de suite. Donc, est-ce que tu vas encore aller essayer de t'inscrire à Koh-Lanta? Parce qu'il faut dire que quand moi je me suis inscrit la première fois, j'avais 37 ans. Quoi. Donc, j'ai été pris à 56 ans quand même. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de chance, parce que je sais qu'il y a, puisque j'ai eu l'occasion de côtoyer beaucoup d'aventuriers de Koh-Lanta après l'aventure, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y en a beaucoup qui en ont souffert, qui ont une très mauvaise image de leur aventure, qui se sont fait insulter, qui se sont fait menacer. Moi, tout le monde a été toujours bienveillant avec moi, des mots très gentils quand je suis sorti. Les gens étaient tristes pour moi et les gens adorent mes valeurs et autres. Par rapport à ça, moi, j'ai toujours essayé d'être au naturel, c'est-à-dire sincère avec tout le monde, et essayer d'être gentil si on sait être gentil. Après, c'est une aventure où tu dois te démener et la stratégie fait partie de l'aventure et tu dois par moment, et Frédéric l'a très bien dit, il dit moi je suis ici pour l'aventure, pour gagner l'aventure, et si je dois faire un coup de travers, ben, je ferai un coup de travers pour remporter cette aventure. Pour y arriver, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Faut pas, Elena, c'est l'archétype de la sportive, mais qui n'a rien d'autre en tête, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas faire de stratégie, elle ne sait pas ce que c'est en fait. Et donc, tu vois où elle est arrivée. À un moment donné, on lui dit, écoute, toi, t'es très gentil, tout ce que tu veux, mais tu vas rentrer à la maison parce que tu es trop forte, tu vas gêner, bazar et tout. Donc, sportif, seul, ça ne va pas. Stratège, seul, ça peut passer peut-être, mais il faut avoir beaucoup de concours de circonstances pour arriver au bout, tu vois. Et après, tout peut arriver. Tu regardes Tania qui a fait comme les saumons qui remontent le petit cours d'eau et qui arrive tout en haut. C'est incroyable, moi je l'adore. En plus, elle est tellement gentille, Tania, et j'ai adoré son aventure. Quoi. Franchement, une aventure incroyable. J'ai été déçu pour Grace, évidemment, que je m'attendais à voir aller beaucoup plus loin parce que c'est quelqu'un de très gentil aussi. Je te dis. Elle aurait pu, hein. Elle aurait pu être dans les 4 derniers. Hein. J'ai pas compris en fait. Moi non Oui, plus. on a discuté ensemble avec elle, évidemment, on a tout, mais au moment même, je peux comprendre. Enfin, j'ai pas compris. Oui, j'ai compris. À un moment donné, il y a personne qui abandonne comme ça parce qu'il a envie d'abandonner. Et à un moment donné, quand l'appel de la famille, des enfants se fait trop fort, bah, tu te dis, j'ai l'occasion, je pourrais aujourd'hui dire, je rentre chez moi parce qu'il me manque, parce que c'était pas la faim, c'était pas la problématique sur place, tout ça, il n'y avait pas de problème, mais c'était le manque de sa famille. C'est humain. Mais c'est dommage pour elle parce que c'est une superbe personnalité et ça aurait été une belle finaliste, par exemple. Mais c'est vrai que moi, c'était une de mes favoris. Et au moment où il y a eu ça, du coup, j'étais hyper déçu. Quentin devait être ravi. Lui, par contre, ça a vraiment bousculé son aventure. Mais oui, clairement, Grace, si elle était allée jusqu'au bout, ça aurait été une de mes favoris. Hein. Clairement, c'est clair, c'est sûr. Oui, franchement, je te dis de nouveau, tout le monde... tu sais difficilement dire que quelqu'un n'était pas bien dans notre aventure, tu vois, ou comme je te dis, méchant ou fainéant, on n'avait rien à faire, ou insultant, ça n'existait pas. Donc, voilà, on avait quand même une promotion bien équilibrée et qui passait bien. Mais voilà, j'ai été remercié assez tôt dans cette aventure. Tu as toujours envie d'aller plus loin. Il y a toujours la place pour aller pour n'importe qui. Tu sais, moi j'aurais pu aller sur les poteaux. Hein. Enfin, je veux dire, il suffit d'avoir certains concours de circonstances qui font que.
il y en a 2-3 qui veulent te protéger, comme ça a été le cas dans certaines autres saisons, qui ont envie de dire, ben, toi tu restes, on a envie que tu restes parce qu'on t'aime bien, et d'autres, on les aime moins, et on a envie qu'ils partent, et ainsi de suite. Ça arrive, mais évidemment, j'ai beaucoup moins de chances d'arriver sur le poteau au niveau probabilité que d'autres aventuriers qui sont beaucoup plus forts physiquement, qui ont de la stratégie, qui ont plus de bagou, des choses comme ça. Donc, ouais, mais il y a la place pour tout le monde, en fait. Tout le monde peut y arriver. Dans votre saison, il y a eu des surprises, comme Tania, qui vraiment était la surprise de la saison. Voilà. Julie, qui était d'une discrétion totale, on la voyait jamais dans les montages et qui s'est quand même faufilée jusqu'en l'orientation. Mais à côté, on avait deux évidences, parce que moi, c'est vrai que dès les premiers épisodes, Nicolas et Frédéric, bon, ben, c'était des prétendants complets à l'orientation. Enfin, c'était sûr qu'à moins qu'il y ait une grosse trahison, ben, ils allaient aller jusqu'au bout, ces deux-là, c'était sûr. Donc, c'était bien composé votre saison. Mais tout à l'heure, tu as dit un truc que je trouve très intéressant. Tu as dit, je me suis inscrit à 37 ans. C'est quasiment mon âge. Hein. Je vais avoir 36 ans cette année. Ouais. Et qu'est-ce que ça aurait donné, Emine, en 2003, enfin en 2004, s'il avait fait koh à 37 ans? Qu'est-ce que ça aurait changé par rapport à Emine, 56 ans, en 2022? Alors, il faut déjà savoir une chose, c'est que les profils des candidats de koh-lanta de l'époque, c'est pas les mêmes que les profils que maintenant. Non. Donc quand tu vois, en réalité, à l'époque, c'était, entre guillemets, hein, vraiment des monsieur et madame tout le monde. Donc, moi, j'étais sportif, bon, à 56 ans, t'es moins sportif, mais à l'époque, j'étais plus sportif que maintenant. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, au niveau stratégie, filouterie, je suis pas mal. Hein. Donc, je pense qu'à l'époque, j'aurais pu mener ma barque et beaucoup plus m'imposer qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai, comme je t'ai dit, hein, la première impression que j'ai eue quand je suis arrivé là, je me suis dit, waouh, quand tu vois tout le monde, tu dis, ça va être chaud. Après, il y a d'autres épreuves, hein, faire du feu. Tu vois, il y a une épreuve où Elodie est éliminée quand elle essaie de brûler une lanière ou lancer des grappins, et ainsi de suite, des choses qui sont beaucoup plus abordables. On n'a pas été. C'est vrai que les premières épreuves, elles étaient quand même assez physiques, il faut être honnête. Hein. La première, le parcours du combattant. Tu as la deuxième où tu dois quand même aller. C'est moins physique peut-être pour mettre les boules. Tu as la troisième où tu dois courir dans l'eau, faire de l'équilibre et ainsi de suite pour lancer les palettes. La quatrième, quand même, qui est assez lourde physiquement avec la vasque, c'était très lourd, très fatigant. On n'a pas l'impression comme ça, mais c'est très fatigant quand tu sors de là et tu vois que tout le monde est vraiment essoufflé et autres. Le fait que tu n'as pas d'énergie parce que tu n'as pas mangé, tu dors mal et ainsi de suite. Après plusieurs jours, les 5-6 premiers jours, c'est les plus compliqués. Moi, je peux dire une chose, c'est que les 3 premiers jours, j'ai pas été bien au niveau d'estomac, tu vois. J'ai attrapé une petite gastrite, donc on m'a donné quelques médicaments, mais je n'osais pas le dire. Donc, si tu veux, j'allais de plus en plus mal tous les jours. Et donc, à un moment donné, j'étais chez le médecin, je dis voilà, ça va pas l'estomac, il m'a donné des pilules et ça allait beaucoup mieux. Et c'est seulement qu'après le 4e, 5 jours, je me sentais mieux. À ce moment-là, j'étais déjà, entre guillemets, sur la sellette et prêt pour le départ, pour retour sur Bruxelles. Mais ça aurait été marrant de te voir. En plus, si tu avais été pris, tu aurais été dans la saison 4. Alors, pour te remémorer un petit peu, c'était la saison de Raphaël où il a attrapé un requin. Il y avait Romuald, il y avait Linda. Enfin, il y avait, ouais, c'est une saison un peu épique, hein, cette saison. Ah, Raphaël, j'ai adoré. Hein, moi, comme personnage, ça a été incroyable. Et je me souviens bien que je pense que c'était Linda, c'est elle, enfin, à l'époque, qui était végétarienne. Et le Non, Raphaël. c'était Amélie. Amélie. Et Raphaël, le pauvre, il gardait du riz pour elle, pour pas qu'elle mange, parce qu'elle ne voulait pas manger le reste, et il gardait du riz pour elle. Réserve. Je me souviens très bien de ça. Raphaël, c'est un aventurier qui m'a beaucoup marqué, du fait justement que c'est entre guillemets quelqu'un qui est un peu comme monsieur et madame tout le monde, même s'il avait des aptitudes quand même très intéressantes, il faut être honnête, hein, Raphaël, mais c'est un personnage, quoi. C'est un des personnages qui a marqué les premiers koh-lanta, en tout cas. Et je l'ai interviewé, Raphaël. Hein. J'ai vu qu'il l'a interviewé. C'était épique, hein, vraiment, c'est un vrai personnage. C'est dommage qu'il a eu, en tout cas, ses difficultés, ses conflits avec... parce que ça aurait été quelqu'un de bien pour un retour et voir un peu ce qu'il pouvait donner sur un retour, c'est dommage. Mais bon, il aurait fait un bon retour, je pense. Ouais. Ça fait partie de l'après koh-lanta, comment tu appréhendes les choses et comment tu vois les choses, quoi.
Et pour conclure tout ça, je sais que bon, maintenant, tu fais partie de la famille des copains, que tu es assez présent dans les week-ends, tu vois beaucoup de monde de koh Lanta, etc. Donc, parle-nous des projets qui arrivent, parce qu'il y en a un qui est bientôt là en février. Voilà, parle-nous de tout ça, parce que je suis au courant un petit peu via les réseaux. Donc, parle-nous un petit peu des projets. Ben écoute, nous, Javier et moi, on participe au Babel Red. Donc, ça fait déjà depuis 2020. On a acheté une vieille voiture, une vieille Peugeot 205, qui a 30 ans, et qu'on a retapé pour participer à cette aventure. C'est un raid, mais ce n'est pas un raid de vitesse. C'est un raid de constance par rapport au roadbook que tu as. En plus, c'est un raid aussi qui fait la part belle à tout ce qui est humanitaire, puisqu'on on prend des dons, on dépose des dons au Maroc. C'est un raid aussi qui collabore avec l'association Cœur des Gazelles pour tout ce qui est enfance et autres. Et aussi, pendant ce raid, il y a un Green Day, qui est une journée où on rencontre les populations locales, où on va planter des dattiers et autres pour, entre guillemets, remettre des arbres ou de la verdure au Maroc. Donc, c'est mi-humanitaire et mi-course. Alors, c'est particulier aussi parce qu'il y a toute une série d'épreuves pendant ces courses. Et donc, finalement, tu as des points dépendant de ta constance. Et si tu perds des épreuves, c'est un peu des épreuves un peu genre Pékin Express, des petites épreuves gauche à droite. Si tu perds des épreuves, tu as des points de pénalité et autres. Et à la fin de toute notre aventure, c'est celui qui a le plus de points qui remporte l'aventure. Donc, le 9 février, on va à La Rochelle. Donc, le 10 février, on a tout le contrôle technique à La Rochelle. Le 11, on part pour direction au Maroc, encore en voiture. Il y aura des défis, on appelle ça des défis, des épreuves, des défis qui se font en France, puis en Espagne. Puis on prend le bateau au Maroc 2 jours plus tard. Là, on arrive du côté de Meknes. Et là commence le rallye dans le désert. Et donc, pendant ces 7 jours dans le Maroc, il y a 2 jours qui se font pendant 24 heures, c'est-à-dire qu'on a nos tentes et autres. Donc on dort à la Belle Étoile dans le désert avec nos tentes et autres, nos sacs de couchage, livrés à nous-mêmes. Et il y a une journée en plein milieu qui est la fameuse Green Day où on rencontre toute la population locale et autres. Donc ça va être une magnifique aventure qu'on vit à 2, mais est venu se rajouter nos amis Théora et Frédéric dans une autre voiture. Donc on a maintenant une vraie concurrence. Alors on l'a jamais fait. On va devoir s'y mettre et donc on va essayer d'être devant eux. On va tout faire pour, Javier et moi. Donc si on doit à un moment donné trafiquer leur voiture, on le fera. Les mettre sur la mauvaise route, on le fera aussi. Oui. La nuit, mettre du sucre dans l'essence, on fera tout ça. On va passer une magnifique aventure à 4, ça va être génial. Et j'imagine déjà passer nos nuits dans le désert à 4 avec nos 2 voitures. Ça va être. Ça, c'est une première chose qu'on va faire en dehors des week-ends des copains. Et on fait une deuxième chose au mois de mars, puisque le 8, 9, 10 mars, on sera à peu près 25 aventuriers de koh Lanta qui viendront à Namur. On l'a fait déjà l'année dernière. Donc, on organise, Javier et moi, ce tournoi à Namur. C'est un tournoi, donc c'est au casino de Namur. Il y aura un tournoi de poker où les aventuriers de koh Lanta seront présents. Et donc, ils seront disséminés sur des tables de poker où des personnes pourront venir jouer. Et l'argent qui est récolté pour les inscriptions, ainsi que de la vente aux enchères d'effets koh Lanta et autres, et d'autres des bandanas signés, ainsi de suite, va être versé à l'association Bertrand Kamal. Donc Samy et Annick seront présents. Ils sont venus l'année passée, donc on l'a déjà fait l'année passée. Donc Javier a organisé ça l'année passée, et moi cette année-ci, je le fais avec lui, on organise à 2. Et on va rééditer la chose. L'année passée, on était 14, cette année-ci, on sera 25. On va quand même essayer de garder une taille humaine parce que ce qui nous plaît le plus, c'est vraiment l'échange qu'on a entre nous et le rester ensemble et de discuter. C'est amusant parce que dès et c'est vrai que
il n'y a que les aventuriers de Koh-Lanta qui ont vécu l'aventure, qui savent de quoi ils parlent, et directement, quand tu te mets à table et que tu commences à discuter avec l'un ou l'autre, eh bien, il te raconte des morceaux de son aventure, tu racontes des morceaux de ton aventure, et ainsi de suite. Tu te demandes, oui, mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Et toi, tu dis, oui, mais toi, ton aventure, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, c'est vraiment des moments. Et les gens savent ce que tu ressens. Tu sais, quand tu reviens de Koh-Lanta, certains disent que c'est très compliqué de revenir à la vie normale. Et c'est vrai. Il y a des gens qui ont eu des difficultés, qui ont fait des burn-out, Moi, je me souviens très bien d'une chose qui m'a marqué. Quand je suis revenu de Koh-Lanta, il fallait tout le temps que je reste à l'extérieur. Pourtant, je suis quelqu'un plutôt de casanier qui aime bien rester à la maison. Mais le soir, ma femme me dit, mais oui, il faut qu'on sorte, il fallait que je prenne l'air. Et j'ai entendu certains qui s'amusaient à dormir de temps en temps dans leur jardin parce qu'ils voulaient dormir à la belle étoile. Et donc, moi, je suis resté que 6 jours sur l'île, mais j'imagine ceux qui sont restés 40 jours sur l'île, d'avoir cette envie de respirer. Et c'est vrai qu'il y a des choses que tu appréhendes différemment quand tu reviens. Tu te dis, oui, la vie, c'est quoi? La vie de travail, la vie de famille, et ainsi de suite. Et malheureusement, il y a aussi des qui ont changé complètement leur vie privée ou leur vie de famille suite à l'aventure de Koh-Lanta. Donc, Koh-Lanta, ça ne te laisse jamais indemne. Ça, c'est sûr et certain. À partir du moment où tu as été à Koh-Lanta, il en reste de toute façon quelque chose pour le restant de tes jours. Oui, c'est une aventure qui marque à vie. Hein. Clairement, tout le monde le dit. Hein. Dans toutes mes interviews, ils le disent tous. Hein. Ouais. Non, mais tu peux demander à n'importe quel aventurier est-ce que tu voudrais retourner à Koh-Lanta, mais ils te signent à 2 mains directement. Laisse tomber. C'est incroyable. Mais c'est ça l'aventure de Koh-Lanta. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment aussi particulier et ça a une telle longévité, parce que quand tu regardes, c'est quand même plus de 20 ans maintenant. Et bon, évidemment, il y en a des qui ne regardent plus. Mais moi, j'ai toujours autant de plaisir à regarder Koh-Lanta, l'aventure, et voir ce qui va se passer, et ainsi de suite. C'est quelque chose qui, soit tu accroches, soit tu n'accroches pas. Mais quand tu accroches, tu es accro pour de bon. Hein. Oui, c'est clair. Moi, depuis la première saison, je lâche plus. Hein. Ouais, je me doute. Bon, en tout cas, une question, Clément. Toi, tu t'es déjà Koh-Lanta? Alors, j'ai jamais osé. Parce que, en fait, déjà, je pense que maintenant, la prod, elle me connaît un peu. Donc, je pense que c'est mort. Ouais. Et de toute façon, trop la flemme, pas envie d'être mouillé tout le temps, être humide, avoir froid la nuit, me taper des gens que je connais pas. En plus, moi, je suis quelqu'un de très calme, mais c'est vrai que je peux m'énerver assez rapidement quand même. Donc, je pense que si j'ai pas bouffé, si j'ai pas l'hygiène, si je suis trempé, etc., je vais péter un câble. Donc, je vais virer direct. Donc, ça sert à rien. Moi, j'aimerais juste aller jusqu'à la réunification. Après, vous pouvez me dégager. Comme ça, je vais à l'hôtel tranquille pendant 10 jours. Mais, tu sais, une chose que je me suis dit, c'est, et j'en discutais même avec ma famille, ma femme, mes enfants, moi, c'est le Graal, c'est la réunification. En fait, tout le monde veut arriver à la réunification. Pour 2 choses. La première chose, c'est que quand tu arrives à la réunification, tu restes jusqu'au bout. Donc, il y a toujours 2 groupes qui se créent, quoi qu'il arrive. Il y a ceux qui partent avant et ceux qui font l'aventure jusqu'au bout, que ce soit dans l'aventure sur l'île ou bien dans la résidence et ainsi de suite. C'est un deuxième groupe. Tu vois, il y a une saveur différente. Ça, c'est la première chose. Et la réunification, pour moi, en tout cas, c'est synonyme de se dire, ça devient individuel. Donc, on n'a plus peur d'avoir un groupe faible. On a plutôt peur d'efforts qui sont là. Et donc, moi, le plus compliqué pour moi, ça aurait été d'atteindre la réunification et de se dire, il faut venir jusqu'à la réunification. Après, je ne suis plus un danger. Oui, après, lui, c'est pas grave, on va le garder parce que si on veut aller au bout, on sait très bien que sur les poteaux et ainsi de suite. Bon, après, ça ne veut pas dire que... Mais en tout cas, la réunification est là. Et bien, d'ailleurs, tu l'as bien vu avec certains candidats qui sont très sportifs. Ben, on élimine les sportifs parce qu'on a pour 2, en fait. Ça, c'est la problématique qu'il y a avant la réunification pour les plus faibles physiquement. Mais il y en a qui sont à 2 doigts de se faire dégager, qui arrivent en réunification. Puis après, tranquille. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, parce que je ne sais pas si tu as la même mémoire que moi de Koh-Lanta, mais il y a la première saison de Théora, il y avait une nana qui avait l'embonpoint, qui s'appelait Virginie, et qui vraiment, elle était nulle partout, et elle avait réussi à aller jusqu'en réunification. Et clairement, elle est partie pour abandon médical. C'est Martin qui était revenu. Et elle aurait pu... Mais franchement, je pense qu'elle aurait été dans le carré final. Hein, parce qu'elle n'était pas du tout
dangereuse, quoi. On s'en foutait. Enfin, il n'y avait aucun problème, quoi. Et elle avait Tu vois que réussi c'est possible. Tu vois que c'est possible d'arriver après réunification, même si tu n'es pas fort physiquement. Ou, il y a toujours des possibilités. Et là, ta copine belge, Oui. et là, elle est de la même saison de Théoura, elle s'est retrouvée en orientation alors que. Exactement, exactement. Elle n'en faisait pas une sur sa saison et c'est arrivé jusque-là. Donc, de nouveau, il faut avoir un peu de chance, il faut avoir des circonstances, il faut provoquer des choses aussi. Là, je suis le premier à le dire que j'ai fait une erreur stratégique à un moment donné. Il faut provoquer des choses et voilà quoi. Peut-être une prochaine fois. Moi, je suis pour un All-Star avec comme thème que des candidats qui ont été virés avant la réunification. Ce serait génial. Je suis preneur. Mais non, parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas eu le temps de montrer ce qui valait. Déjà, de ta saison, il y a toi, il y a Alexandre, Martin, il n'a pas eu sa chance non plus. Enfin, ce seraient des gens hyper intéressants à voir. Même Rudy qui a marqué quand même la saison avec quelques épisodes. Ce serait hyper intéressant au lieu de prendre tout le temps les candidats qui sont allés très loin. Bah écoute, espérons que la production en trouvera. Ouais, j'espère. Mais je sais que tu as beaucoup d'influence, donc... Ouais, en tout cas, ils savent que j'existe, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Émile, c'est adorable. Merci d'avoir pris ton temps, de m'avoir raconté ton aventure. Et puis voilà, je suis content d'avoir eu de tes nouvelles. Bon, même si ça fait pas si longtemps que ça que tu as fait koh Lanta. Mais voilà, ça m'a fait plaisir que tu racontes tes souvenirs et puis tout ton ressenti sur ton aventure. Écoute, c'est moi qui te remercie aussi. Et ben, j'espère qu'on se verra bientôt, peut-être sur une activité ou quelque chose. Si tu as envie de venir à Namur, n'hésite pas. Si tu veux venir au Maroc pour notre rallye, t'es le bienvenu aussi. Merci. Quand tu veux. Hein. Et à Bruxelles, si tu es de passage à Bruxelles, tu m'envoies un petit message. Ça me fera plaisir de te rencontrer et qu'on aille boire un verre ensemble. Ok, mais c'est noté. Je prends le rendez-vous. Merci beaucoup, c'est adorable. Salut Clément. À très très vite. Bonne soirée. Et bravo pour ta chaîne YouTube. Hein. Merci, c'est adorable. Merci beaucoup. Clément. Bonne soirée, au revoir.